filmés. Donc s'il y en a qui ne souhaitent pas être filmés, ils peuvent quitter discrètement la salle. Sinon, voilà, leur droit à l'image nous est octroyé pour cette retransmission. J'entends déjà un portable qui résonne. Donc voilà, petite précision évidemment. Si vous pouviez éteindre votre portable. Merci monsieur. Voilà, vous lui donnez un coup de main, madame. Oui, on va parler de la fracture numérique. Monsieur, ne répondez pas à l'appel tout de suite, si vous voulez bien. Monsieur est au téléphone. Bon, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, alors ce débat, je l'ai dit, a été préparé par la Maison de la laïcité d'Andenne et j'invite son président à nous rejoindre sous des applaudissements nourris, bien évidemment, pour ce travail qu'il a mené. Il est accompagné de Patrick Thomas, que vous connaissez toutes et tous, qui dirige l'AMO d'Andenne. Et il a participé également à la préparation de ce débat. Il va nous rejoindre sous des applaudissements aussi nourris. Tout à fait, ça fonctionne. Tout fonctionne. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Et je me joins à Benoît Derues pour également saluer toutes celles et ceux qui nous suivent en direct sur notre chaîne YouTube et également qui nous écoutent sur Fréquence Plus. Alors, la Maison de la laïcité d'Andenne, vous vous en rendez compte, est au rendez-vous des élections communales du 13 octobre prochain. En effet, une maison de la laïcité, c'est aussi un lieu d'échange, de partage, mais aussi un lieu de réflexion. Et quelle plus belle réflexion que celle sur la démocratie, et en particulier la démocratie locale. Car en effet, en Belgique, la commune est le premier niveau de démocratie. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui ont rendu possible le débat de ce soir. D'abord, l'équipe de la Maison de la laïcité d'Andenne, avec Marianne Ancar, Francis Gillen, Emmanuel Pêche. Je remercie aussi Andennamo pour les capsules vidéo thématiques qui vont être proposées ce soir. Je remercie aussi d'ores et déjà monsieur Benoît Derues qui aura la difficile mission d'assurer la modération en fait du débat. Je remercie également les équipes techniques de la Film Équipe qui nous permettent la captation visuelle et sonore du débat de ce soir. Et bien sûr, la ville d'Andenne de nous accueillir ici à l'Hôtel de Ville. Et je remercie aussi, bien sûr, chaleureusement, les candidats et la candidate pour leur prestation de tout à l'heure. Je n'irai pas plus loin, j'en resterai là. Il me reste à vous souhaiter un excellent débat à vous, public, et à vous, candidats. Et je vous donne rendez-vous juste après. Excellente soirée. Non, ça va mieux ? Ouais, ok. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chères candidates, chers candidats. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Comment est-ce qu'une AMO se retrouve devant vous aujourd'hui ? Eh bien, simplement parce qu'une AMO, c'est un service d'aide à la jeunesse. La jeunesse, on sait qu'elle se désintéresse de plus en plus de la politique. Et nous, on a un devoir, je pense, en termes de défenseurs de cette jeunesse, cette démocratie, de ramener les gens vers la politique. La politique, c'est un niveau de pouvoir qui permet aux gens de s'exprimer, de faire entendre leur voix. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans notre démocratie que de pouvoir donner son avis ? Et donc, l'AMO rejoint la Maison de la laïcité il y a quelques temps par rapport à une demande générée par Madame Annecar, je la remercie d'ailleurs, de faire quelque chose ensemble. Faire cette chose qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce débat. Alors, l'AMO, à quoi sert-elle dans ce style de débat ? Simplement à permettre aux jeunes dont elle s'occupe d'avoir la parole. Il faut savoir qu'une mission principale des AMO est de pouvoir récolter la parole des jeunes, s'en saisir et la transmettre. Et donc ce soir, c'est ce qu'ils ont fait. Ils vont vous présenter au travers des capsules réalisées qui vont servir d'introduction à nos candidats pour les thèmes abordés lors du débat. Ils ont eu l'occasion, nos jeunes, de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils attendaient, ce qu'ils aimeraient voir changer et voir évoluer. Et donc nous, c'était une opportunité en tant que service de la jeunesse de leur donner la parole. Ce qu'on a voulu à tout prix faire et répondre favorablement à la demande de la Maison de la laïcité. Alors, à mon tour, je vais faire quelques petits remerciements rapides. Le premier sera fatalement aux deux conseils d'administration, celui, le mien, de l'AMO, qui nous soutient depuis des années, avec force et conviction, mais également à celui de la Maison de la laïcité, qui nous accueille aujourd'hui et qui nous donne cette chance de pouvoir laisser nos jeunes s'exprimer, les entendre et prendre leur discours comme quelque chose d'important. Le remerciement suivant, je l'adresserai à mes collègues, parce que mes collègues, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. On a des éducateurs de rue, on a Julie, on a Marine, on a Logan, et ils n'ont pas compté leur temps, vraiment, pour vous produire ces capsules. Il y en a deux qui sont ici à ma droite. Voilà. Ils détestent.
Ils n'aiment pas du tout ces quand mises à même. l'honneur. Ce sont Allez, des gens de levez-vous, comme ça, l'ombre, on mais ils voit le font qui- tellement voilà. bien. Voilà, c'est eux. Et donc merci à vous pour ce travail de qualité que vous avez réalisé. Merci également aux jeunes qui se sont prêtés au jeu parce qu'il fallait le faire. Hein. C'est pas toujours évident de s'exprimer, même si on ne les reconnaît pas. Il faut le dire, il faut le faire, il faut oser avoir ce discours. Je termine en vous disant que le 13 octobre, nous aurons la chance de défendre un des piliers de notre démocratie, qui est le droit de vote. Et j'ai envie de vous dire, saisissez-vous-en, parce qu'il y a des pays qui nous l'envient encore. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous, et bon débat à vous quatre. Merci à Patrick Thomas pour ces paroles. Un seul petit regret peut-être, c'est que ces jeunes, vous n'avez pas réussi vraiment à les emmener aujourd'hui soir. Voilà, c'est un peu compliqué, mais ils seront avec nous grâce à des capsules vidéo. Voilà, je n'ai pas calculé la moyenne d'âge de la salle, mais bon, voilà, on ne va pas se fâcher tout de suite avec la salle. Hein. Elle nous fait le plaisir d'être là. Donc, alors, on va faire un petit tour de table, et là, je vais reprendre une petite casquette journalistique que j'ai abandonnée il y a quelques mois pour une pension. Voilà, où je m'ennuyais un peu, donc je reviens à Andenne et je vais présenter les candidats. Je vais commencer par vous, Françoise Léonard. Vous êtes la tête de liste MR. Vous êtes échevine sortante, en charge notamment du commerce et de l'économie. Et depuis 2 législatures, eh bien, vous avez allié votre sort au Parti socialiste dans un pacte de majorité. C'est sous la bannière MR que vous allez solliciter le vote des électeurs. Vous dites que le bourgmestre mène une politique qui correspond aux valeurs du MR. Alors, est-ce que vous allez vous fâcher si je vous dis que vous êtes scotché au PS, Françoise Léonard? Prenez le micro, hein, prenez le micro. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être là. Moi, je vais faire un peu d'humour pour commencer. C'est lui qui scotche à moi, puisqu'il a beaucoup de politique bleue. Moi, je l'ai par nature, donc voilà, on déteint. Voilà. Du côté de votre parti, votre président ne donne pas des instructions parce que lui, il semble moins scotché dans d'autres communes au Parti socialiste. Je vais dire que lui, il peut être différent que nous parce que lui ne vit pas en Andenne. Donc en Andenne, nous avons des enjeux bien à nous. Il a les enjeux à lui. Il a d'autres missions que la mienne, que la nôtre, sur notre territoire. Et j'essaie de faire le mieux possible pour que les citoyens soient respectés, entendus et soient servis comme il se doit. Voilà, vous avez votre liberté de penser par rapport à votre président, on peut Oui, le tout dire à comme fait. ça. Voilà, merci Françoise Léonard. À vos côtés, le candidat de la liste PSDA, Benjamin Tantini. Vous étiez échevin sortant, vous êtes échevin sortant, en charge de la culture et de l'enseignement. Votre liste est celle poussée par le bourgmestre sortant, Claude Erdekens, qui est présent dans la salle. Il vous regarde, attention. La pression est maximale sur vous. Et liste tirée par Vincent Sampaoli. Alors, c'est vous qui êtes choisi aujourd'hui pour ce débat. Alors, comment est-ce que ça s'est passé, ce choix? Pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes là autour de la table et pas la tête de liste ou quelqu'un d'autre? Écoutez, tout simplement. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux débatteurs, bonsoir à Françoise et à toutes celles aujourd'hui qui sont dans la salle, qui nous regardent derrière leur écran ou derrière la radio. Écoutez, dans le groupe PSDA, on a eu l'occasion de discuter sur le candidat qui serait aujourd'hui devant vous. Et puis, il se fait que j'avais envie de me prêter à cet exercice de la démocratie, à ce débat. C'est une première pour moi dans une, je vais dire, telle envergure. Et voilà, c'était un défi qui aujourd'hui m'emballait. Voilà, on ne va pas passer sous silence les dissensions qui ont surgi au sein de votre liste. Quelle est votre lecture de ces dissensions? Ma lecture de ces dissensions, eh bien, écoutez, je pense que dans un groupe, chacun est libre de prendre la décision qu'il souhaite. Les candidats qui ont fait le choix de partir et de faire leur dissidence, eh bien, à titre personnel, je respecte leur choix. Je ne le comprends pas, je ne le partage pas. J'estime qu'il y avait matière à discussion au sein du groupe PSDA où finalement personne n'a jamais été soumis à quelconque opinion. Nous vivons en démocratie chez PSDA et c'est malheureux, quelque part je trouve que c'est du gâchis. Mais nous sommes en démocratie, il faut respecter les droits de chacun. PSDA s'est remis en ordre de marche pour gagner les élections. Alors, au sein de cette liste PSDA, il y aura quand même un combat pour se positionner, puisque on le sait, il n'y a plus d'effet dévolutif de la case de tête aux élections communales. Donc, il y a un combat aussi au sein de la liste pour savoir qui sera le successeur, peut-être
désigné par l'électeur du bourgmestre d'Andenne? Je vous dirais, monsieur Derue, que le plus beau combat, c'est celui qu'on mène avec soi-même. Le plus beau combat, c'est celui qu'on mène pour les gens. Et puis, le 13 octobre, la population fera son choix et élira sa bourgmestre. C'est ainsi. Voilà, merci pour ces réponses. On tourne maintenant vers un tout jeune candidat dont c'est le premier débat, Théo François. Merci d'être là. Hein. Vous êtes étudiant, master. Là, voilà, ça revient à la KU Leuven, hein, où vous venez de faire la rentrée académique. Alors, un petit mot sur la constitution de votre liste. Hein. Vous êtes deuxième sur la liste 5300. Alors moi, quand j'ai quitté Andenne, il y a quelque temps, il n'y avait pas de liste 5300, il n'y avait pas de parti 5300. Alors, expliquez-nous un peu la genèse de cette liste. Bonsoir à tous. Alors, pour expliquer la genèse de la liste, il faut commencer par dire que ce n'était pas quelque chose de prémédité, ce n'était pas prévu à l'avance, c'est effectivement quelque chose de très récent. Et cette création de la liste, elle s'explique par deux raisons, une négative, une positive. La raison négative, c'est que 3 conseillères communales sortantes, au départ oui, membres de PSDA, en ont eu ras-le-bol, ont dénoncé, non pas qu'on ne peut rien dire, mais ce qu'elles trouvaient être un manque de respect, un manque de liberté d'expression et aussi des propos insultants lors de réunions de campagne et l'impression d'être réduit un peu à un rôle de presse-bouton au conseil communal. La raison positive, c'est qu'à partir de ça est née l'envie de créer une alternative, une liste citoyenne, une alternative aux partis politiques traditionnels qui est là pour aujourd'hui proposer un programme constructif et à l'écoute des citoyens. Voilà, j'ai envie de vous dire, l'alternative, elle est à côté de vous, je vais la présenter, mais c'est une des alternatives. Il y en a une là, il y en a une ici. Pourquoi est-ce que vous créez votre propre liste et que vous ne rejoignez pas Françoise Léonard ou ADN? Parce que ADN... certes, c'est vrai que ADN est composé d'un tiers de citoyens, mais la liste 5300 est une liste 100% citoyenne, donc ce n'est pas exactement la même chose que les autres listes, et c'était l'envie de créer un programme nouveau qui a certes des points communs avec l'opposition et même avec la majorité, mais voilà, l'envie de créer quelque chose de complètement nouveau. Voilà, vous voulez diversifier l'offre politique, si je vous entends bien. Voilà, merci pour cette présentation, ces réponses. Je termine le tour de table avec vous, Philippe Mattard. Alors, vous faites partie de l'opposition, vous animez l'opposition ici à Andenne déjà depuis quelques années. Hein, et puis, il y a 6 ans, vous avez décidé, vous êtes engagé, vous. Enfin, à l'époque, on ne disait pas engagé, on disait CDH. On ne disait pas PSC, hein, non, on disait CDH, hein, à votre époque, hein, on disait CDH, et donc vous avez décidé d'unir votre destin à celui d'Écolo, dont des représentants et non des moindres sont dans la salle ici. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à faire cette coalition qui, à d'autres niveaux de pouvoir, maintenant est devenue contre nature? Mais bon, c'est la politique belge. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, ADN et avant Écolo, le CDH était dans l'opposition, sont dans l'opposition aujourd'hui évidemment, je dirais même dans la résistance d'une certaine manière, quand on voit l'âpreté des débats que nous avons souvent avec la majorité. Alors je dirais que l'alliance entre Écolo, les engagés, des citoyens, c'est finalement une alliance de bon sens, c'est une alliance de bon sens et de bonne volonté entre des gens qui ont choisi d'unir leurs efforts, se sont rendus compte qu'il y avait non seulement des différences entre eux, et les différences dans une démocratie, c'est important, mais qu'il y avait aussi des convergences, encore une fois des convergences de bon sens, qui reposaient sur les constats de dysfonctionnement générés par le travail de la majorité communale, à tous les niveaux. Ça va de la gouvernance au choix en matière de développement économique, en matière de logement, en matière de développement territorial. On s'est rendu compte que voilà, nous pensions un certain nombre de choses identiques, et suffisamment en tout cas pour unir notre destin communal. Ça ne nous empêche pas de temps en temps, parce que nous sommes une équipe qui fonctionne d'une manière totalement démocratique, ça ne nous empêche pas d'avoir des débats, de débattre, mais toujours de nous retrouver dans nos convergences, parce qu'encore une fois, c'est le bon sens qui triomphe. Et je pense que c'est une opposition naturelle qui s'est créée au travers de nos deux groupes. Alors votre tête de liste, Madame Dieudonné, je me rappelle qu'à l'époque, elle était présentée comme citoyenne, on est tous citoyens, mais elle était présentée comme citoyenne, et puis maintenant, je vois qu'elle est
présenté comme engagé. Alors, est-ce que tout cela est très clair? Alors que votre voisin nous dit, nous, on est 100% citoyens, on ne veut être attaché à aucun parti politique. Vous savez, le CDH est devenu les engagés, et Mme Dieudonné, passée d'indépendante à engagée, elle a fait un choix en âme et conscience, en connaissance de cause. C'est son choix légitime. Elle est aujourd'hui engagée. Elle est tête de liste et c'est un choix collectif. Ce n'est pas le choix des engagés, c'est le choix de l'ensemble de l'équipe. Au même titre que le choix d'avoir comme deuxième candidat, c'est celui de Hugues, qui est écolo. Celui du numéro 29, c'est-à-dire moi-même, je suis engagé. Donc finalement, voilà, il y a vraiment une convergence de vues à nouveau qui a constitué cette liste sans aucune difficulté. Voilà, c'est important effectivement de le préciser pour les citoyens qui nous suivent, parce que ça a des conséquences, hein, pas directement pour l'élection communale, mais après il y a les intercommunales, et là il y a toute une mathématique où on va devoir s'apparenter. Donc voilà, c'est important, je ne sais pas comment vous allez faire, mais à un moment donné vous allez devoir vous apparenter si vous voulez participer aux travaux des intercommunales. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. On essaye de garder aussi nos spectateurs. Merci pour ce tour de table qui nous permet aussi de comprendre que la politique, c'est aussi des rapports de force. Hein. On l'entend dans des débats à Mons, à Charleroi, à Liège, et c'est un enjeu, c'est un des enjeux de la politique, mais on ne va pas se limiter à cet enjeu aujourd'hui, je vous rassure. On ne va pas se disputer, on va écouter un petit peu ce que les jeunes ont sollicité, ont souhaité que nous ayons comme débat. Alors, le premier de ces débats, c'est justement la place de la jeunesse dans la commune. Et on va découvrir ça avec quelques réflexions des jeunes. On va très mal. Pourquoi ? Parce que je trouve que, en fait, comment expliquer? Je trouve que ça devient n'importe quoi. Genre, il n'y a plus rien qui est pris au sérieux. On vit dans un monde de manque de respect total. Et j'ai l'impression qu'en fait, les parents n'éduquent plus leurs enfants. Ils se fient juste à l'école et le reste, on s'en fout, quoi. Non, ça va mal. En fait, plus on augmente dans les années, et plus je trouve que ça tourne un peu mal. Par exemple, on va vite retrouver des personnes de 10 ans déjà en train de fumer, en train de boire de l'alcool dans les rues. J'ai l'impression que l'éducation est un peu zappée. Plus les années. Ouais, la politique, on pourrait changer, plus écouter les jeunes. Après, ça commence à se faire, hein, on commence à mieux nous écouter, nos problèmes, etc. Mais il y a encore des choses qui doivent se faire, je trouve. Être plus à l'écoute des gens, en fait. Que ça soit des gens qui ont les moyens, qui n'ont pas les moyens, parce que je trouve qu'ils sont assez dans leur bulle, quoi. Donc, voilà. En fait, on écoute beaucoup les vieux, pas beaucoup les jeunes. Donc, voilà. Qu'est-ce que t'aimerais bien, toi? Qu'on s'intéresse plus à la vie des jeunes, genre qu'on nous pose plus souvent des questions et qu'on nous demande plus souvent ce qu'on veut changer, etc. Donc... Voilà, on écoute plus les vieux que les jeunes. Alors, on va essayer de se mettre à l'écoute aussi des jeunes. Et on va faire un premier tour de table. On va commencer par vous, Philippe Mattard, sur cette thématique. Dans votre programme, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant et qu'est-ce que vous souhaitez répondre aux jeunes? Et pour ce premier tour de table, chacun aura 2 minutes. Tout d'abord, moi, je souhaiterais saluer le travail de l'AMO. Ils sont présents aujourd'hui, je tiens vraiment à saluer leur travail parce qu'il est important dans une commune d'avoir une structure qui accompagne les jeunes, qui a un certain niveau d'indépendance avec la commune évidemment. C'est une structure indépendante, c'est une structure qui est organisée par l'administration de l'aide à la jeunesse, mais c'est aussi une structure qui peut avoir des conventions, des partenariats avec la commune et nous dans notre programme, et notre volonté est de donner davantage de place à la contractualisation, à l'entente, à la concertation avec cette structure de manière à mieux accompagner des jeunes qui sont en difficulté, qui ne se sentent pas suffisamment écoutés. Et puis il y a également, parce que la jeunesse, ce sont évidemment les adolescents, mais ce sont aussi les enfants, on constate aujourd'hui une fracture de la connaissance, une fracture. Alors, ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est assez ancien, mais je pense que les communes ont une responsabilité. Des enfants qui proviennent de milieux précaires, qui n'ont pas la possibilité de performer autant que des jeunes qui viennent de milieux plus favorisés. Eh bien, nous souhaitons évidemment nous investir davantage dans des structures d'accompagnement extrascolaire, comme notamment les écoles de devoirs. C'est fondamental si nous voulons vraiment rétablir une égalité de droits et des chances
entre les enfants. Et puis évidemment, au-delà de l'adolescence, à la fin de l'adolescence, il y a également l'enseignement. Ce qui nous a perturbé ces derniers mois, c'est de constater un abandon total, je dirais une désaffection et même un abandon de la commune par rapport à l'école de promotion sociale, l'école industrielle d'Andenne. Chose que nous n'avons pas comprise parce que c'est vraiment une structure sur laquelle la commune avait une maîtrise de manière à développer une offre de formation qualifiante et d'aider des adolescents, des jeunes, au bord de leur vie active, à mieux se former, mieux s'adapter aux exigences des entreprises d'Andenne. Et on n'a pas compris les raisons pour lesquelles cette école était cédée, ni plus ni moins, à la communauté française, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et pourquoi la commune n'avait pas opté davantage pour un maintien de cette structure. Voilà, merci pour cette intervention. On ne va pas tout de suite répondre, mais la réponse viendra, j'imagine. On poursuit le tour de table avec vous. Quels sont les éléments dans votre programme que j'ai eu du mal à trouver, hein. Je vous avais promis de me l'envoyer, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Mais quels sont les éléments dans votre programme qui concernent les jeunes et quelles réponses souhaitez-vous leur apporter ? Alors, le programme sur la jeunesse, puisqu'on publie tous les jours une partie du programme, il est disponible depuis hier. Donc, okay. Voilà. Par rapport aux propositions de la liste, je souhaite juste développer deux axes, un axe jeunesse-éducation et un axe jeunesse-sociale. Au niveau de l'éducation, 3 points pour nous qui nous paraissent importants. C'est, en premier lieu, vous l'avez d'ailleurs mentionné, c'est l'école des devoirs. L'école des devoirs, aujourd'hui, en Andenne, ça concerne seulement le niveau primaire. Et donc, nous savons tous que la transition vers le secondaire, c'est un moment clé pour la suite du parcours scolaire. Et donc, nous souhaitons proposer des activités de soutien scolaire pour les jeunes, par exemple à la Maison des Jeunes même, qui se situe relativement proche des écoles secondaires de la ville. Ensuite, un point dont j'avais envie de parler aujourd'hui, ce sont les amendes administratives. Il y a 25 ans, le législateur a introduit la possibilité pour les communes de requérir à des sanctions administratives communales, des SAC, pour lutter contre les incivilités. Ce système s'est révélé relativement efficace et a été réformé en 2013. Les communes ont obtenu la possibilité d'abaisser l'âge minimum pour recevoir une SAC de 16 à 14 ans. Andenne l'a fait, et moi je trouve que infliger des amendes administratives à un enfant, un adolescent, un jeune de 14 ans, ça n'a pas de sens. Premièrement, c'est une question du respect des droits de l'enfant, du droit de la jeunesse. Deuxièmement, à cet âge, on n'a ni la maturité ni les moyens financiers pour assumer une amende, ce qui la rend complètement inefficace. Comment un adolescent qui ne peut pas travailler peut-il payer une amende ? Et donc, pour nous, plutôt que de les pénaliser financièrement, il serait plus constructif de privilégier la médiation familiale et les prestations citoyennes. Je ne dis pas que ce n'est pas fait du tout au niveau de la ville, ce serait faux. Et voilà, parce que ce sont des solutions qui permettent plus de les responsabiliser et éventuellement d'en venir à comprendre leurs actes. Et je tiens juste à dire qu'en cas de comportement grave, le tribunal de la jeunesse est de toute façon compétent pour intervenir. Sur l'axe social, au sens strict... Voilà, je vais déjà devoir vous frustrer parce qu'on arrive... En 10 secondes. Alors, juste dire que nous voulons la création d'un centre de planning familial. On en parlait, la demande était déjà faite à l'échine de la jeunesse l'année où je suis né. Voilà. Benjamin Costantini, développer d'abord peut-être les axes principaux de votre programme et puis on reviendra parce qu'il y a des interpellations intéressantes. Tout à fait. Donc, tout d'abord, je dirais que je suis heureux d'entendre une forme d'autocritique, d'analyse de la part de la jeunesse sur des comportements inadaptés. Ça, c'est la première chose. La seconde observation qui est la mienne, c'est que je n'entends pas, en réalité, dans la vidéo, de la part des jeunes, une problématique qui est liée à un manque d'accompagnement. Et en effet, je pense que nous avons été très positifs par rapport à la création de structures, que ce soit en cœur de ville, que ce soit dans les quartiers, où l'on sait que les familles rencontrent un peu plus de difficultés par rapport à un accompagnement. C'est vrai pour l'AMO, c'est vrai pour la maison des jeunes, avec des décentralisations, avec des régies de quartier, avec des maisons de quartier, avec des maisons de la convivialité. Et toutes ces personnes travaillent ensemble dans le cadre du PCS pour faire en sorte d'avoir un impact sur la jeunesse, un accompagnement au travers des éducateurs sociaux. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Au travers de l'enseignement, c'est vrai, c'est fondamental, on doit et on a investi dans l'enseignement. On a aussi créé des projets qui permettent de transmettre des valeurs de société, des valeurs de solidarité, notamment au travers des voyages de mémoire qu'on organise pour les rhétoriciens, mais pas que. Nous avons fait aussi en sorte,
en allant capter des moyens dans le privé pour faire en sorte d'envoyer 12 élèves de l'Athénée Royal dans un voyage humanitaire dans le Haut-Atlas. C'est quand même remarquable et on va continuer ce type d'initiative. Les écoles de devoir, elles existent, elles encadrent les enfants. On est effectivement attentif. On n'a pas parlé de la parentalité, ça c'est un souci. Et pour accompagner la parentalité, il faut aussi des antennes ONE. Et ça, nous avons aussi des décentralisations dans les différents quartiers. Donc voilà, je voudrais quand même souligner que dans cette analyse qui est faite par notre jeunesse, on parle non pas du manque d'accompagnement, mais parfois du manque d'écoute. Et ça c'est vrai, on va y travailler. Et vous savez comment? C'est en mettant en œuvre des moyens de communication destinés aux jeunes, via des canaux qu'ils utilisent. Voilà. Dans une communication descendante, mais aussi dans une communication ascendante, parce qu'on doit pouvoir mieux les écouter. Voilà, on poursuit le tour de table avec vous, Françoise Léonard. Alors, merci d'abord. Merci aux jeunes de nous interpeller. Merci aux jeunes de se poser des questions. Il est important de les entendre, de les écouter, de les comprendre, de les accompagner. Je dirais que tout va trop vite. Pour les jeunes, tout va trop vite. On parlera du numérique plus tard, mais le numérique a fait une fracture sociale dans les familles décomposées, déstructurées, des familles qui n'ont plus de repères, des familles qui ont parfois des difficultés, qu'elles soient financières, qu'elles soient sociales, qu'elles soient accompagnées. Ces enfants se retrouvent abandonnés, peut-être en fait une partie de la jeunesse. J'entends bien que la partie de la jeunesse ici que vous accompagnez tous les jours, ils ont effectivement un grand besoin d'accompagnement. On essaie de penser à eux, l'école de devoir, on l'a dit, des formations pour les élèves qui sont scolarisés, qui suivent bien, pour qui tout va bien. Ici, peut-être qu'on parlera plus précisément des enfants pour qui ça va moins bien. Moins bien, que peut-on faire pour eux? J'ai beaucoup de personnes sur le terrain. Alors, on va dire, ils ne sont pas assez nombreux. On aimerait que, comme tout, on n'en ait plus besoin demain. Il faut penser à ceux qui étudient, leur donner des espaces de lecture, d'échange, d'entraide. Il faut leur donner les moyens de se retrouver. Alors oui, ils traînent en rue. Bah oui, moi aussi j'ai été élevée en rue. Mes parents avaient un commerce, je traînais en rue. J'étais la fille des rues. C'est pas pour autant que c'était compliqué. Seulement maintenant, ils traînent en rue pour de bon, seuls, parfois même abandonnés. Le seul moyen, je crois, pour sortir ces enfants, c'est effectivement de leur trouver des activités globales, des lieux de rencontre. Du sport, il y en a. Il faut les amener au sport, les ramener vers les études. Je suis également professeure dans une école technique et professionnelle. Oui, c'est compliqué. Les enfants n'en veulent plus. Parfois, ils n'ont pas eu l'exemple chez eux de se lever, de travailler, de voir ce que c'est. Il faut leur donner l'envie d'y arriver. Ils sont capables d'y arriver. Il faut avoir confiance en eux. Je crois qu'ils sont là pour nous renouveler demain, quoi. Merci pour ce premier tour de table. Alors, voilà, j'ai entendu ici du côté d'ADN une critique par rapport à l'école industrielle. Qu'est-ce que la majorité a à dire par rapport à cela? C'est qualifié d'abandon de cette école. Vous savez, j'ai été habitué durant cette législature et après les décisions à toute une série de propos qui ne reflètent pas la réalité. L'opposition, ADN nous a de manière systématique accusé d'avoir fermé des implantations scolaires dans le réseau communal. C'est pas vrai. Toutes les implantations scolaires, elles sont maintenues. Ce qu'on a dit, par contre, c'est qu'on voulait une réflexion par rapport à des implantations scolaires aujourd'hui qui sont sur 2 sites et que l'on voulait à terme sur un même et seul site avec une nouvelle école. Ça, c'est vrai. Mais toutes les implantations scolaires, elles sont présentes et elles restent. Et on continue à investir dans notre enseignement. On nous a dit qu'on supprimait des cartes scolaires. C'est faux. L'opposition le sait très bien. Nous avons acheté des cartes scolaires et les marchés publics passent au conseil communal. Maintenant, on nous dit qu'on s'est débarrassé de l'école de promotion sociale. Il faut savoir que la politique de l'enseignement, elle est financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors très clairement, le gouvernement va faire des économies et des fusions d'écoles. Et nous avions, nous, la volonté que cette fusion d'écoles avec WBE se fasse dans de bonnes conditions et qu'on puisse garder un lien permanent, une communication avec WBE, ce qui est le cas. Pour faire en sorte, et ça c'est vrai, M. Matar a raison, que les formations, les formations distillées dans nos écoles, et en particulier dans notre école de promotion sociale, mais c'est vrai aussi pour le secondaire, soient en adéquation avec
la demande des entreprises qui s'implantent sur notre territoire. C'est Voilà, vous important. avez anticipé en quelque sorte. Qu'est-ce que vous répliquez, M. Matar, à cette anticipation? Effectivement, on voit maintenant les projets de fusion au sein, en tout cas, du réseau public. Mais je pense que nous n'avons pas la même vision. D'abord, je remercie Benjamin de dire que j'ai au moins raison sur quelque chose, c'est-à-dire le but de l'école industrielle par rapport aux besoins socio-économiques à Andenne. Mais néanmoins, il s'agit bel et bien d'un abandon. La commune d'Andenne avait le choix entre maintenir l'école sous sa maîtrise, avait le choix d'organiser une fusion avec d'autres institutions, ce qui aurait permis de préserver des ressources qu'elle a perdues en cédant la structure à la fédération. Et puis, il y avait aussi la possibilité de tout simplement la garder, parce que avoir la maîtrise sur un outil tel que l'école industrielle était une chance inouïe, avec un budget de fonctionnement, un budget net à prévoir dans le budget communal qui était tout à fait raisonnable. Il s'agissait d'environ 100 000 €. Alors pourquoi avoir fait ce choix alors qu'on aurait pu maintenir une formation et garder la maîtrise sur des formations qui sont aussi larges et variées que des formations d'aides-soignantes, mais également des formations liées à l'accès aux professions, à certaines professions indépendantes, des formations qui permettent à des étudiants qui disposent du CQ6 d'accéder à l'obtention du CESS. Tout cela aurait pu rester entre les maîtrises de la commune. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Et c'est quoi que nous regrettons en l'occurrence? C'est le fait que, alors même qu'il y a une politique de développement économique, et on peut reconnaître que des entreprises arrivent aujourd'hui à Andenne, c'est qu'il n'y a pas cette possibilité de dire nous allons organiser les formations, nous allons piloter les formations de manière à ce qu'on puisse orienter les jeunes vers les besoins précis des entreprises. Perdre un tel opérateur va nous obliger à l'avenir à organiser autrement une offre de recherche de formation qualifiante pour ces jeunes. C'est vraiment une occasion manquée d'avoir cédé ni plus ni moins cette école. Voilà, réaction Françoise Léonard. Moi, je vais dire que les missions des communes, on ne peut pas tout faire. Il y a des professionnels de l'enseignement qui sont remis à jour quotidiennement. Il est quand même important que chaque partenaire sache pourquoi il travaille, quelles missions ils ont à faire sur le terrain. Les écoles, c'est un nivellement par le bas, on est d'accord. La primaire, on passe de classe en classe, on double plus, on redouble plus. Tracasse pas, petit, continue, ça va aller. Fin de deuxième, pas d'examen, on passe. Fin de cinquième, pas d'examen, on passe. Et on se retrouve en réto, sans plus savoir écrire. Je le vis au quotidien. Les élèves, ils me disent « Madame, vous comptez les fautes d'orthographe ?» Non, non, tracasse pas, je lis en phonétique. Voilà ce que je suis obligée de leur répondre. Un métier est un métier. L'enseignement, c'est l'enseignement. Et encadrer les élèves, alors que ce soit tel ou tel PO qui s'occupe d'une école, tant qu'on en a pour s'occuper des jeunes et les former, c'est pas ce qui importe. Visiblement, voilà. Je me suis bien exprimée. Oui, Théisou François, vous, par rapport à cette thématique-là, de cette école qui, à un moment donné, la commune estime que ce n'est plus de sa compétence, vous, quel regard portez-vous sur ce choix? C'est une remarque quand même assez désagréable à entendre quand on est jeune. J'ai un prof d'université, un grand prof d'université qui nous disait récemment en cours que ça n'a jamais été aussi difficile d'apprendre à l'école parce que le monde devient plus complexe, tout ce qu'on apprend devient plus complexe. Le niveau de statistique, par exemple, en maths forte en secondaire, est aujourd'hui beaucoup plus difficile qu'il l'était dans les années 70 parce que les méthodes statistiques ont complètement changé. Donc, voilà, je trouve pas ça hyper constructif de dire ça. Et il y a aussi beaucoup plus de gens scolarisés qu'avant, il y a beaucoup plus de gens à l'université qu'avant, donc il y a globalement aussi plus de gens qui sont éduqués, qui arrivent au bout de leur parcours scolaire qu'avant. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de travail dans les écoles, et j'ai pas dit qu'il n'y avait rien à faire. Et justement au niveau du travail, parce que ça c'est vraiment... je travaille comme étudiant, beaucoup, et quand on regarde les statistiques de Stadbel, les jeunes n'ont jamais autant travaillé. Le nombre d'heures étudiants n'a cessé d'augmenter avec le débat si le travail étudiant est souhaitable ou non, mais donc les jeunes n'ont jamais autant travaillé, en tout cas officiellement, n'ont jamais eu autant de contrats de travail qu'aujourd'hui. Voilà, Benjamin Costantini, une réaction par rapport à cela, En plus, je dirais qu'il faut être conscient d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, la vraie formation pertinente pour les jeunes, pour être en adaptation avec les besoins d'une entreprise, c'est dans les entreprises. Et donc, à un moment donné, il faut que la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la région puissent piloter de manière supracommunale, je vais dire, une autre politique avec un réel investissement. Alors, toutes les formations dont M. Matar parle,
je peux vous dire qu'elles sont inscrites dans le programme de l'EIC. Tout ça est encore en place, on n'a rien retiré et toutes les équipes pédagogiques sont en place aujourd'hui. Donc on n'a rien changé à la population. Le service public, il est maintenu et il est garanti et ça, c'était notre trajectoire politique de la majorité. Ouais, une rapide réaction et puis après je passerai la parole. Il continue d'être maintenu avec une démission totale de la commune. C'est ça que nous reprochons. C'est que la commune s'est retirée. Alors quand Mme Léonard nous dit ce n'est pas le rôle de la commune, c'est faux. Au niveau des provinces, l'historique des formations organisées par les provinces, c'est la même chose que pour la commune. C'est tenir compte des spécificités socio-économiques pour organiser une offre de formation. Et c'est là qu'il y a vraiment une démission de la commune que nous regrettons parce qu'on avait la possibilité de mailler cette offre de formation avec l'accueil de nouvelles entreprises à Andenne et avec finalement la garantie donnée à des entreprises. Nous avons une offre de formation qui nous permet de vous donner satisfaction et de vous envoyer les... Non, parce qu'elle n'est plus sous votre maîtrise. Voilà, on va laisser réagir Françoise Léonard et puis après on va... Je veux dire, on l'a toujours, les entreprises elles sont là, les formations elles ont lieu, le Forum en organise, on fait des référendums sur l'emploi, comment adapter au mieux les formations. Arrêtons de mettre des formations qui ne servent à rien, il n'y a personne. Soyons pratico-pratiques. Voilà, alors le lycée qui a été reprise, effectivement, mais tous les métiers sont encore là. Avez-vous regardé dans les petits journaux début septembre, les petits journaux, tous les programmes scolaires qui étaient proposés pour les personnes qui voulaient se réorienter? Vous avez regardé? Elles n'ont pas disparu. Vous aurez du mal à me faire la leçon sur les politiques de l'emploi, je les ai gérées. Voilà, on va clôturer l'échange ici. Alors effectivement, on le sait, il y aura quand même une mission qui sera octroyée aux communes, c'est celle de se rapprocher des autres pouvoirs organisateurs. Ça figure aussi dans les textes des déclarations de politique communautaire. Voilà, on se retourne maintenant vers la salle. Alors on a un débat qui parfois est un peu technique. On m'avait dit, oui, il faut essayer d'éviter que ça soit trop technique. Donc je compte sur vous aussi pour être ancré ça. Et maintenant, je me tourne vers la salle. Alors, il y a une injonction que je fais à la salle, parce qu'il y a beaucoup de candidats dans cette salle. Donc je demanderai que ça soit vraiment des citoyens. On est tous citoyens, mais des citoyens qui ne soient pas directement candidats, sinon ça va perturber un petit peu le débat. Vous faisiez signe, mais vous êtes candidate, hein, mademoiselle. Voilà. Voilà, félicitations pour votre engagement. Est-ce qu'il y a d'autres qui ne sont pas candidats ou... Oui, le monsieur qui est juste dans le fond de la salle, c'est monsieur Peters, je pense, si j'ai bonne mémoire et une bonne vue, parce qu'il est vraiment dans le fond de la salle. Voilà, vous vous présentez et vous dites à qui vous adressez votre question, monsieur Peters. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Manfred Peters et je suis président du comité défense d'Andenne. J'ai écrit aux différents partis représentés ici pour poser 3 questions. Mais donc, on va vous demander une question et sur la thématique jeunesse, hein, monsieur Peters, si vous voulez bien. Oui. Sur la thématique jeunesse, effectivement, donc le grand problème qui se pose, c'est la collaboration entre les différents réseaux. Donc là, j'aimerais bien que les partis se positionnent par rapport à cela. Voilà, la thématique des réseaux. Bon, ici, en commune, on est responsable d'un seul réseau, c'est le réseau communal. Quels sont les rapprochements avec les autres réseaux provinciaux? Je dirais qu'à la commune, on essaie d'offrir les mêmes moyens aux écoles communales qu'aux écoles privées ou publiques. Ils ont accès aux activités sportives, ils ont accès aux infrastructures comme les autres. On essaie effectivement de faire la parité des choses. Après, on ne peut pas communalement donner les repas, pas les repas, payants, pas payants. Effectivement, il y a des moyens qui ne sont pas les mêmes dans les différents réseaux. On essaie de faire en tout cas pour faire le mieux possible. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez apporter un complément à cette question de M. Je vais réagir, encore heureux, Mme Léonard, que vous le faites, puisque c'est légal, c'est le pacte scolaire, je vous signale. Donc, encore heureux, sinon ce serait vraiment inquiétant que vous ne le fassiez pas. Voilà, donc c'est prévu, M. Peters, que ça soit. Et alors, je voudrais ajouter réalisé. que pour nous, Oui. à ADN, notre volonté de créer, c'est dans notre programme, une commission de l'enseignement qui lie l'ensemble des réseaux de manière à avoir des échanges et à avoir des collaborations inter-réseaux. Voilà, est-ce que la commune n'outrepasse pas ses compétences en allant s'impliquer dans les autres réseaux Mais ce que je voudrais répondre à M. Peters, c'est que la ville d'Andenne a la responsabilité sur les écoles communales. Elle gère les écoles communales en tant que pouvoir organisateur. Nous le faisons dans le respect des décrets de la Fédération Wallonie-Bruxelles et notamment de la question des avantages sociaux. Voilà.
Et nous sommes tenus de gérer nos ressources humaines ainsi que nos bâtiments. Je voudrais vous rassurer, Monsieur Peters, la collaboration avec les autres réseaux d'enseignement, qu'ils soient provinciaux, qu'ils soient libres, qu'ils soient de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette collaboration est impeccable. Sur tous les dossiers où on a pu échanger, je peux vous dire que nous avons été d'une collaboration très efficace. Ça a commencé avec le Covid, avec la fourniture des masques pour tous les enfants dans les écoles. Ça a été avec les territoires de la mémoire et le voyage à Auschwitz-Birkenau et maintenant, aujourd'hui, en Alsace. C'est vrai avec toutes les structures socioculturelles d'Andenne, le phare, l'EMA, le centre culturel. La gratuité pour toutes les installations sportives est garantie pour tous les réseaux de l'enseignement sur Andenne. Donc nous avons vraiment la volonté de collaborer. Nous aidons tous les réseaux présents sur le territoire d'Andenne et qui nous en formulent la demande pour des accessibilités, pour des salles, pour des services, pour tout. On est à l'écoute. Nous avons comme projet, effectivement, de mettre en place une plateforme qui donnerait, si vous voulez, une colonne vertébrale de manière macro à l'enseignement sur notre ville d'Andenne. Ça, c'est un beau projet. Et ça permettrait de passer de la collaboration de personnes à la collaboration d'institutions. Et ça, c'est important. Voilà, vous êtes rassuré, Monsieur Peters, peut-être pour vos petits-enfants aussi, à Andenne, il y a des collaborations. Oui, madame, vous vous présentez, si vous voulez bien. Pas aux élections, mais vous vous présentez à nous, vous dites qui vous êtes. Bonjour, allô, Karine Savzuk. Et je suis de Thon. Moi, il y a, à vous quatre, sur la jeunesse, j'ai bien écouté ce qu'ils disaient. Mais vous quatre, vous n'avez pas écouté ce que les jeunes disaient. Ils ont peur de quoi? De l'insécurité, de l'alcool et de la drogue. Et là, vous n'avez même pas répondu à ce que... Vous n'avez même pas entendu ce que les jeunes disaient. Alors moi, j'attends que vous parliez un peu de la sécurité de nos jeunes. Voilà, c'était ça qui posait comme question. Merci. Voilà, madame est la porte-parole de ces jeunes qui effectivement évoquent des problèmes qu'ils rencontrent. Mais qu'est-ce que la commune peut faire un rapide tour de table, parce qu'on va déjà devoir aborder le chapitre suivant. Je dirais que ce soir, le débat a été ouvert par une équipe qui est sur le terrain, qui sont là effectivement pour aider les jeunes. Moi, je me suis exprimée sur le fait qu'effectivement, ils étaient abandonnés, qu'ils avaient besoin de structures pour les accompagner, des structures de rassemblement, les encadrer. Je n'ai pas pu tout dire dans le temps qui m'était imparti. Il est effectivement important de faire plus de formation, de rassemblement, de leur expliquer. Ah oui, peut-être que ça ne vous convient pas, madame. Je suis d'accord. Mais je vous réponds, donc je vous réponds. Peut-être que ça ne vous convient pas de trouver des structures pour essayer de leur donner plus de moyens, les rassurer, les entendre, les écouter, faire de la prévention. C'est ce que vous faites sur le terrain, dans les écoles de devoirs, dans les maisons de quartier, dans les centres sportifs. On essaie de les accompagner un maximum. Je crois qu'ils essayent, les équipes sur le terrain, de ne pas les laisser sur le côté. Maintenant, la sécurité, on l'a entendu, la drogue, elle est là. La police essaye aussi d'être sur le terrain. Je ne vais pas dire ça, sécurité, c'est une question qui a été posée, mais qui n'a pas été mise sur la table pour nous ce soir à partir de la sécurité, même si c'est super important. On peut aussi engager des stewards urbains, on peut engager des renforcements, on peut engager de la police. Tout a un coût, on le sait bien. On sait qu'il y a des choses à faire de ce côté-là, en partenariat avec les équipes, on les écoute. Il y a quand même pas mal de structures, d'ouverture d'esprit, mais je sais qu'il y a encore beaucoup à faire, madame. Voilà, rapidement, parce que le temps nous presse. Voilà, si je peux réagir, effectivement, je suis en accord avec ce que vient d'exprimer Françoise. Nous pallions au niveau communal et en fonction des différentes structures qui sont sur le terrain, les éducateurs de rue, toutes les personnes qui sensibilisent les jeunes aux problèmes d'assuétude, etc. Quelque part, c'est un travail important et nous allons investir dans la législature à venir dans des moyens supplémentaires pour venir en aide à la jeunesse. Voilà. Mais attention, quand même, il y a un problème de sécurité et la sécurité, elle relève du pouvoir judiciaire, police et la justice. Oui, pour 5300 par rapport à ce cri poussé par les jeunes. Justement, je n'ai pas eu le temps tout à l'heure de terminer ma réponse, j'allais y venir. Il y a un sentiment d'insécurité chez les jeunes et ils disent aussi surtout tout va mal. Ils ne parlent pas que d'insécurité. Par rapport d'abord au chiffre de la criminalité, c'est que, je vais dire d'abord quelque chose de positif, ça descend, la criminalité diminue. Il y a moins d'infractions chez les jeunes qu'avant. Par contre,
la liste 5300 se positionne vraiment dans une optique de prévention, de sensibilisation de la jeunesse. Et un des points phares, et je vais le répéter ici, c'est la création, par exemple, d'un centre de planning familial. Ça, c'est une chose. C'est un financement régional. Il y a des locaux disponibles à la Maison des Solidarités. Donc, c'est quelque chose qui peut être mis en place très rapidement. Ça ne répond pas du tout à l'ensemble du problème, mais sur ce point précis, le centre de planning familial a un rôle à jouer. Il y a aussi ensuite, éventuellement, nous, on promeut la redynamisation des villages, parce que plus il y aura des activités dans les villages, je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien, et ben plus les jeunes seront aussi ensemble et pas spécialement effectivement à traîner dans la rue. Donc voilà, c'est transversal et ça passe par la prévention. Voilà, Philippe Mattard. Oui, moi j'ai envie de dire que Madame a raison, et je pense que tous les quatre ici avons peut-être été insuffisants dans la réponse qu'on a donnée par rapport à l'interpellation des jeunes. Ce que j'aimerais dire simplement, c'est que on a déjà un plan de cohésion sociale à Andenne, certes, mais on a besoin vraiment d'un plan que je qualifierais plus d'opérationnel et qui lie l'ensemble des structures qui sont concernées. J'ai tout à l'heure salué le travail de l'AMO. Eh bien, cette AMO, moi, en tant que mandataire communal, je la connais insuffisamment et je le reconnais. Et je pense que ce qui serait important à l'avenir, c'est de travailler davantage avec les structures sociales de la commune, et notamment l'aide en milieu ouvert, de manière à mieux accompagner des jeunes qui sont en situation d'assuétude. Et à l'AMO, on pourra aussi joindre d'autres structures, d'autres instances communales, comme le logis andonnais par exemple, parce qu'on sait que dans certains quartiers sociaux, il peut y avoir des difficultés, et il est important de joindre les efforts, non seulement de l'AMO, mais également d'autres structures, et notamment celles qui sont concernées par le logement social à Andenne. Et tout cela, évidemment, nous le ferons dès lors que les citoyens nous donneront leur confiance. On aura un travail qui sera beaucoup plus serré avec l'AMO et d'autres structures. Voilà, Patrick Thomas est particulièrement heureux d'être là ce soir, d'entendre que vraiment l'AMO va être portée au nu. Voilà, on va clôturer ici. Hein. Je sais qu'on aurait pu avoir tout un débat d'ailleurs sur la jeunesse. Et voilà, mais bon, c'est la réalité du genre. On va passer maintenant à la problématique suivante. Il s'agit de la mobilité. Et ouvrez grandes vos oreilles pour écouter ce que les jeunes ont à nous dire. Bah, je pense que ici, au niveau d'Andenne, Pedo, il n'y a pas beaucoup de bus. Parfois, c'est chiant de devoir se déplacer à pied ou quoi. Et du coup, plus de transports en commun, un peu moins cher dans les moyens des gens, plus de bus à disposition. Et, je trouve qu'il faudrait augmenter, faudrait mettre plus de bus aux heures de pointe, parce que ça va pas. Il n'y a pas assez. Genre, il y a trop de personnes dans le même bus, ça craint quoi. Alors honnêtement, je trouve que c'est très compliqué, surtout en après-midi, de se déplacer parce qu'il n'y a pas énormément de bus et descendre à pied quand il pleut ou remonter à pied, c'est un petit peu embêtant, quoi. Donc voilà, j'espère qu'il y aura peut-être un changement à ce niveau-là, plus de bus et peut-être des meilleurs horaires aussi. Je pense que c'est assez compliqué étant donné quand tous les jeunes finissent les cours. C'est assez bombé, donc je trouve que sur ça, ce serait bien de mettre plusieurs bus qui passent et qu'on ne soit pas tous bombés. Voilà, ces jeunes ne sont pas avec nous parce qu'il n'y avait pas de bus pour les amener ici, visiblement. C'est ce qui nous explique. Alors, qu'est-ce que la commune peut faire, peut améliorer pour cette mobilité? Je me tourne vers vous, Benjamin Costantini. Mais ici, le problème qui est dénoncé par les jeunes qui sont interviewés porte essentiellement sur les transports en commun. Le TEC qui dépend directement du financement de la région wallonne. Et la ville d'Andenne n'a pas de mainmise sur la politique qui est menée par le TEC, par l'offre de services ou par le nombre de bus qui peuvent desservir une ligne. Donc très clairement, le pouvoir organisateur des transports en commun, c'est le TEC. Néanmoins, nous avons l'occasion d'avoir des réunions de travail, la ville et notamment le service technique, des réunions périodiques avec le TEC, et nous leur demandons de pouvoir faire des efforts pour mieux desservir certaines lignes, comme notamment la ligne qui mène à Pedo. Nous demandons aussi au TEC de pouvoir, au départ de la gare, mieux desservir, par exemple, les zones d'activité économique, ce qui permet aux travailleurs nafteurs... Qu'est-ce qu'ils vous répondent au TEC? Écoutez, je pense qu'ils sont confrontés à leur réalité financière et aux moyens qui leur sont mis à disposition par la région wallonne. Voilà, alors on ne reste pas les bras croisés de notre côté par rapport à cette problématique de la mobilité.
Vous devez savoir que la Maison des Jeunes, qui est une antenne là-bas en décentralisation depuis peu, a acquis un véhicule et souhaitera pour la prochaine législature en acquérir un second, ce qui permet vraiment de pouvoir véhiculer les jeunes dans les différentes activités. Au niveau de la mobilité, nous allons aussi investir dans des voitures partagées au départ de la ville d'Andenne. Et nous allons aussi investir dans des vélos électriques partagés, je veux dire au départ de la gare. Donc ça, voilà, ces jeunes, ils préféraient des trottinettes partagées, mais bon, ça ce n'est pas encore le cas ici à Andenne, hein, parce qu'ils préféreraient ça à mon avis. Mais bon, vous souhaitez réagir sur cette thématique par rapport à ce cri des jeunes qui disent nous on est dans notre quartier, on ne sait pas bouger, on voudrait... Voilà, et on n'a pas de possibilité. Oui. Je vais d'abord tirer la leçon que Madame nous a communiquée tout à l'heure. Donc les jeunes ont parlé des bus. Effectivement, les bus constituent un problème. Ils sont sous l'autorité, Benjamin l'a dit, des TEC. Donc la commune n'a pas plein pouvoir. Mais néanmoins, il y a un problème énorme par rapport à cela. C'est que nous avons un plan de mobilité qui est toujours dans les limbes, qui a donné lieu à des constats, qui a donné lieu à des objectifs, qui a donné lieu à des propositions, mais depuis, les intentions politiques sont totalement inexistantes. Alors, Benjamin a parlé de voitures partagées, de vélos électriques, certes, mais il y a toute une stratégie liée à la mobilité douce qui, aujourd'hui, n'existe pas et qui est totalement indispensable. Nous avons, nous, ADN, adhéré pleinement au mémorandum du GRAC, parce que nous sommes convaincus que la mobilité douce est indispensable. On ne pourra plus continuer ni avec les voitures individuelles, ni avec même certains transports en commun. On ne pourra plus s'en contenter pour donner pleine satisfaction aux usagers. Et puis il y a également le lien entre mobilité et urbanisme qui est indispensable, parce que si finalement on attelle la charrue avant les bœufs et qu'on crée des lotissements ou des quartiers à l'emporte-pied sans réflexion, sans réfléchir aux questions de mobilité, eh bien évidemment on ne pourra jamais donner satisfaction à l'interpellation qui nous a été faite par ces jeunes. Oui, je vous demande de réagir par rapport à cette interpellation, à des réponses concrètes, hein, madame. On parle sous votre contrôle, hein, parce que vous êtes la porte-parole des jeunes qui ne sont pas là. Mais pour les bus, le manque de bus, moi je l'ai vécu quand j'étais à l'école à Andenne, puisqu'il fallait remonter à Coutis, il y en a encore moins qu'à Pedo, donc ils vont jusqu'au M, mais c'était compliqué. On voit ici que la commune effectivement a une marge de manœuvre extrêmement réduite. Le TEC ne dépend pas de la commune, tout le monde l'a dit, mais c'est important d'écouter les jeunes, justement d'être en concertation avec eux au maximum. Ça, c'est quelque chose que nous, on veut pour éventuellement essayer d'interpeller la tech, je pense qu'on dit, un maximum. Et par rapport aussi au vélo partagé, ça nous va très bien, les jeunes, un vélo électrique, on n'a pas besoin de trottinette. Mais il faut peut-être réfléchir effectivement au plan de mobilité globale. C'est toujours... Aujourd'hui, il n'y a pas une grosse demande, c'est vrai, mais c'est compliqué de traverser Andenne à vélo. Les pistes cyclables parfois s'arrêtent un peu abruptement sur une grande route. Traverser le centre-ville, c'est très étroit, il n'y a pas de solution miracle, mais bon, voilà, c'est pas toujours aménagé. Autour des écoles aussi, par rapport aux jeunes, par exemple, à Coutis, il n'y a même pas un marquage au sol. Donc voilà, il y a aussi tout ça qui rentre par rapport à la jeunesse. Il y a aussi les aménagements autour des écoles. Et donc, oui, le plan de mobilité, on pense que ce serait très intéressant de continuer à le développer pour une solution de mobilité douce. Oui, Françoise Léonard, par rapport aux bus, la réponse. Oui, alors les bus, jeunes... on ne va pas refaire l'histoire des bus. Effectivement, quand on peut faire savoir qu'il n'y a pas assez de bus, on en retire un an ou tous les 2 ans, on retire encore une ligne de bus dans nos communes. Peut-être qu'il y a moyen de faire autrement pour entendre les jeunes. On dit qu'il faut les écouter, il faut les entendre, il faut partager. Mais peut-être qu'il faudrait partir de leurs souhaits. Alors, je ne vais pas aller dire qu'il faut recommencer à faire tout à pied, hein, on n'est pas revenu en arrière, mais les jeunes ne se parlent plus, les parents ne se parlent plus, les voisins ne se parlent plus, tout le monde descend à la même heure au même endroit, remonte au même endroit, donc on ne fait peut-être pas assez, peut-être créer une plateforme pour inciter les parents dans les écoles à s'organiser pour faire du covoiturage. Je veux dire que moi, mes enfants ont fait beaucoup de sport, je travaillais dans un magasin de sport, c'était impossible pour moi d'aller les conduire, on s'organisait, sur 4 trajets, j'en faisais qu'un. Donc il y a moyen de trouver des solutions. Je sais que tout ce qui est mobilité est super important. Après, si vous êtes prêts à pousser les murs, pousser les terrains et pousser les routes et supprimer votre trottoir pour faire des routes supplémentaires, je dis oui tout de suite. Les routes sont telles quelles maintenant. On a fait des efforts pour refaire des pistes cyclables et pas assez. Effectivement, elle passe devant chez moi, elle s'arrête 20 mètres plus loin, elle s'arrête 100 mètres plus loin, donc du coup je repars sur la route. Les routes ne sont pas toujours praticables, on le sait bien. J'espère que ce plan mobilité va arriver bien vite et qu'on va pouvoir faire ce qu'on peut faire avec les moyens pour arriver à faire quelque chose de mieux.
Voilà, on va se tourner vers la salle, si vous voulez bien, pour voir les réactions, les questions à ce sujet-là, avec un conseil aussi, hein, quand vous voyez ces jeunes au bord de la route, prenez-les, déposez-les ici, c'est déjà un début de solution. Qui souhaite réagir sur cette thématique? Mais pas toujours les mêmes. Monsieur Peters, vous avez déjà eu une question, donc je vais essayer de diversifier. J'ai une dame ici qui a fait mine de... Oui, madame? Non, ce n'est pas vous? Voilà. Vous vous présentez, comme ça on fait connaissance. Tout le monde. Moi, je voulais simplement dire, vous parlez beaucoup pour les jeunes dans les villes, mais dans les villages, qu'avez-vous prévu? Parce que les jeunes vont à pied, ils font 2 km à pied pour aller à la gare, et il n'y a jamais de voiture pour les prendre de toute façon. Donc, vous parlez toujours de la ville d'Andenne. Mais pour les villages, qu'avez-vous prévu? Je crois qu'on n'a pas parlé que de la ville, hein, un peu d'Aune est aussi un peu loin du centre. Voilà, peut-être... C'est le même problème partout, de toute façon. Mais tout d'abord, permettez-moi quand même de revenir sur quelques éléments par rapport à la mobilité, parce que ma réponse était incomplète en fonction de ma première intervention. Mais répondez à madame. Hein. Mais je vais répondre, je vais en profiter pour répondre à madame en même temps. Le plan communal de mobilité, c'est une réflexion qui a été initiée en 2020. Ça prend du temps de faire un plan communal de mobilité. Il faut mettre en réflexion toute une série de spécialistes. Et entre-temps, vous savez qu'on a connu quand même le Covid. Malheureusement, 2 conseillers en mobilité qui nous ont quittés pour trouver... Oui, mais le bus, madame, je viens d'expliquer que c'était une politique qui était menée par la région, par le TEC. Ce n'est pas la ville d'Andenne qui a décidé de la suppression du bus dont vous parlez et qui passait dans le village de Thon. Attendez, prenez le micro, madame, parce que personne ne vous entend. Ce que je veux dire, c'est que nous avons initié une réflexion autour du plan communal de mobilité, c'était en 2020. Le plan communal de mobilité, on va pouvoir le présenter au collège et au conseil communal dans les mois à venir. Voilà. Il va proposer toute une série de solutions aux mandataires pour trouver des solutions aux points noirs de la mobilité sur notre territoire. Je voudrais aussi vous dire que nous avons investi en 23 et en 24 12 500 000 euros dans les voiries. Et à chaque fois qu'on peut le faire, notamment au travers de mécanismes de subventionnement par la région, PIWASI, PIMASI, etc., je vous évite la lecture des acronymes, nous mettons en œuvre des bandes cyclables, des trottoirs PMR pour les piétons. Ça se fait pour l'instant en ville. Et vous verrez, d'ici une année, notamment en ville, madame, c'est vrai, vous avez raison, pour l'instant on adapte l'infrastructure routière dans la ville, nous aurons une ville où le piéton et le vélo sera prioritaire. Il ne faut pas oublier non plus qu'Andenne a 3 labels. PMR, handicapé, pour les personnes handicapées, mobilité réduite, pardon, pour les piétons et pour les vélos. Nous avons reçu 3 labels. Alors on ne nous a pas donné les labels. Ça veut dire qu'on les a mérités. Ça veut dire que la politique que mène la ville d'Andenne est quand même positive en la matière. Et puis c'est vrai, on parle de la sécurisation des abords, des trottoirs, des écoles. Et là, nous voulons, PSDA, sécuriser les abords des écoles. C'est important. Les familles, les enfants. Voilà. Je demande à chacun aussi de partager la parole. Je me tourne vers 5300 aussi par rapport à ce plan communal de mobilité qui va arriver, nous dit-on, dans les semaines à venir. Est-ce que si vous êtes au conseil communal, vous voterez ce plan de mobilité ? Le plan de mobilité, il doit être présenté justement pour pouvoir en discuter avant d'être voté. Donc on ne va pas prendre une position alors que le plan n'est même pas encore établi. Pour répondre un peu à madame qui parle quand même du village, parce que il n'y a pas de solution miracle pour les bus au niveau de la ville, en tout cas. Les leviers d'action de la ville ne sont pas là. Ce qu'une liste ici peut proposer, c'est de redynamiser les villages, d'éventuellement, effectivement, pousser la création d'une plateforme, de créer des réseaux d'entraide citoyens au sein même des quartiers pour du covoiturage, etc. Il n'y a pas de solution miracle de la ville autre que ça. En fait, moi je viens de Coutis, je vois bien, on a créé effectivement des logements sociaux qui sont à 1,5 km d'un bus où il y en a un toutes les 2 heures. Donc oui, c'est très compliqué pour descendre en ville, effectivement. Et là, les pistes cyclables n'aideront pas spécialement, effectivement. Voilà, je passe vers la salle avec une question de monsieur qui n'est... Bonsoir, José Lejeune d'Andenne. Sur cette thématique, hein, monsieur. Oui. Hein. Une suggestion pour être constructif. Ma femme est prof de musique en académie et tous les enfants qui viennent au cours chez elle, ça marche au covoiturage.
parce qu'elle conseille aux parents, elle insiste, voilà. Alors, mes enfants font du sport énormément. Ma fille était championne francophone de course à pied. Ils ont fait du sport vraiment beaucoup. Donc, une suggestion, voilà, la suggestion. On veut bien applaudir votre fille, mais on veut la question. La suggestion, c'est, messieurs les échevins de l'enseignement et des sports, rencontrer les directions d'école pour que les directions incitent leurs professeurs à organiser ou à faciliter les covoiturages. Et pareil pour les échevins des sports, les présidents de clubs de sport pourraient aussi inciter les comités à organiser des covoiturages. Voilà. Le covoiturage, une réaction par rapport à cette proposition d'un citoyen? Toutes les propositions, évidemment, en matière de partage de véhicules, partage de modes de transport sont bonnes à prendre, évidemment. Moi, ce que j'aimerais quand même dire, c'est que le plan de mobilité, il a 15 ans, il est dans le grenier du collège depuis une quinzaine d'années. Mais si, on y réfléchit depuis une quinzaine d'années. Et actuellement, vous n'y avez pas travaillé, vous n'avez rien fait du tout. Les seuls qui y ont travaillé, c'est le bureau d'études qui a réalisé les objectifs, le constat et les propositions. Et aujourd'hui, c'est le néant en termes politiques de la part du collège. Donc, il y a dans ce plan de mobilité, dans les propositions actuelles, des propositions très concrètes qui concernent non seulement la mobilité douce, mais également l'intermodalité, parce qu'on sait bien que tout ne va pas reposer sur la mobilité douce. Il y a des solutions en matière d'intermodalité qui ont été bien étudiées par le bureau d'études qui a réalisé les premiers travaux. Donc nous, la première chose que nous ferons, évidemment, c'est de lancer... Je pense que vous devriez être un peu gêné de nous dire aujourd'hui que vous allez le présenter dans quelques mois, alors que nous l'attendons depuis plusieurs années. Voilà. Donc, alors, une réaction, Françoise Léonard Oui, on l'a... Voilà, je demanderai vraiment au fan club de rester calme. Voilà, on n'est pas à l'école des fans. Est-ce que vous croyez vraiment... On écoute Françoise Léonard. Est-ce que vous croyez vraiment que nous sommes que des politiciens, que nous n'avons pas de famille, nous n'avons pas d'amis, vous n'avez pas d'enfants, qui habitent à gauche, à droite, et qui n'ont pas les mêmes problèmes que vous? Vous croyez vraiment que ce plan mobilité ne nous intéresse pas? Est-ce que vous croyez que peut-être on est vraiment en attente de le recevoir pour essayer de mettre tout en œuvre pour que ça corresponde à un maximum de citoyens? J'ai expliqué que le covoiturage était une des solutions à mettre en place, des plateformes étaient à mettre en place. On peut aussi essayer de décentraliser les permis de conduire sur notre ville pour faciliter l'accès à l'acquisition du permis de conduire. On peut aussi inciter les vélos en mettant plus d'espaces vélos sécurisés pour que les enfants n'aient plus peur, ou même les parents, pour se déplacer en vélo. Voilà, j'entends, mais je suis comme toi, je suis curieuse de le voir, de regarder ce qu'il y a moyen de faire et de faire... avec tous ceux qui seront autour de la table dans quelques mois. Il faudra une autre majorité pour le faire. Simplement, Monsieur Derue, je voudrais quand même ajouter, j'ai oublié mais de le préciser, et en regardant dans le public, je voyais ma collègue, Mme Cruspin, présidente du CPS, nous avons aussi 2 taxis sociaux dans la ville qui vont chercher partout les gens dans tous les villages d'Andenne, c'est important. Et alors, je voudrais quand même partager une petite réflexion avec la salle et avec vous. Mais je déplore quand même le ton de M. Mattard et les applaudissements partisans de son équipe. Voilà, je trouve ça dommage. Okay, mais c'est moi et quand vous voyez ça, M. Derue, vous comprenez parfois certaines tensions du conseil communal. Je le déplore. Je le déplore, vraiment. Voilà, c'est moi qui gendarme le débat ici. Donc je vais demander qu'on coupe votre micro si vous continuez. Voilà, j'aimerais bien que le débat soit serein. Et je vais donner encore la parole quelques secondes à la liste 5300 et puis on passera au chapitre suivant. Mais voilà, nous souhaitons simplement voir advenir le plan communal de mobilité et, on le répétera encore, essayer d'établir d'essayer de trouver des solutions dans les quartiers, dans les villages, ensemble. Enfin, quand il y a eu la réflexion, j'en faisais partie, les jeunes pour le climat notamment, la mobilité, c'était déjà un thème compliqué. Comment on fait quand on vit dans un village à Thon, à Thon-Sanson, encore plus, où il y a encore moins de bus. Voilà, tout ça, c'est un changement de vision de la société et qui prend du temps à construire et auquel on est tous confrontés. Voilà, merci Taïzou François. Et monsieur, vous donnerez vos coordonnées parce que vous êtes prêt à lancer finalement une plateforme de covoiturage, si j'ai bien compris. Voilà, excellente proposition. Donc, on retiendra votre nom pour le lancement de cette plateforme. On va passer maintenant au chapitre suivant de notre débat et on va parler du logement et on écoute ce que les jeunes ont à nous dire à ce sujet.
Je pense que c'est beaucoup trop cher parfois. Parce que tout le monde ne gagne pas sa vie comme des riches, quoi. Et des fois, c'est vraiment fort poussé. Surtout pour les jeunes qui cherchent après un logement pour les études ou pour des situations familiales compliquées et qui ne savent pas se le payer. Donc, ils doivent rester chez leurs parents et subir parfois des trucs pas très cool, quoi. Parce que malheureusement, c'est beaucoup trop cher. Forcément, vivre tout seul, ça devient limite impossible. Pour l'instant, c'est beaucoup trop cher. Même quand tu es financé par le CPS, parce que tu es aidé ou à droite à gauche, tu vis presque Déjà, pas. ce qu'il faudrait changer, ce serait pour les personnes sans domicile fixe, que ce soit plus régulé, parce que j'entends beaucoup d'histoires comme quoi l'ambiance là-bas, qu'il y a parfois des choses graves qui se passent dans les centres d'accueil pour eux. Et il faudrait peut-être un peu plus surveiller ça. Voilà, et je commence le tour de table par vous, Thaïs ou François, par rapport à ce cri d'alarme des jeunes et par rapport à la difficulté d'accéder à un logement. Le droit au logement est inscrit dans notre Constitution. Oui, donc ce que les jeunes soulèvent ici, c'est la question de l'accès au logement. Alors, il y a forcément la loi de la demande et de l'offre sur le marché. La commune n'a pas tous les leviers, mais au niveau de l'accès au logement, ce que la commune peut proposer, les services que la commune peut proposer et que notre liste voudrait mettre en place, c'est notamment une plateforme logement qui réunirait les 3 services actuels pour faciliter la collaboration des services et faciliter l'accès au logement des Andennais. Ce serait par exemple également une autre possibilité, ce serait de réaliser un cadastre des logements pour avoir une vision plus complète des logements inoccupés, pouvoir accompagner les propriétaires dans les éventuelles demandes de primes de rénovation. Tout ça, ça existe. Il y a un accompagnement du citoyen à faire ici. Une demande de notre liste, c'est d'assurer lors de la construction de gros projets immobiliers, la construction d'un logement public pour 10 nouveaux logements privés et avoir également un logement adapté aux personnes à mobilité réduite. Il est aussi possible également c'est pas fort utilisé en Wallonie, mais pourquoi pas d'avoir des partenariats publics-privés avec les promoteurs, par exemple, lors de construction de plus gros projets, avoir les promoteurs qui mettent un bien en location avec un loyer plus attractif. La commune de Wans vient justement d'agir en ce sens. Et alors, ici, il y a un jeune qui a soulevé la question des sans-abri. Nous souhaiterions aussi avoir 2 nouveaux logements d'urgence destinés aux personnes victimes de violences intrafamiliales dont la gestion reviendrait au service vif à Andenne. Voilà, Philippe Mattard, sur cette question, avec ici une proposition, charge d'urbanisme par rapport aux promoteurs. En fait, on est assez proche sur ce point, parce qu'en fait, il y a différentes solutions en matière de logement. Il y a les fausses solutions, les mirages. Les mirages, c'est de croire que la création de logements et la création de lotissements qu'on place au chausse-pied dans les villages est une solution. C'est pas vrai, parce que ces logements sont extrêmement coûteux, ne sont de toute façon pas à la portée des citoyens, et singulièrement des plus jeunes. Par contre, effectivement, dans certaines situations, et c'est l'interpellation précise des jeunes, on a besoin de logements d'urgence, on a besoin d'une meilleure collaboration entre l'agence immobilière sociale et le logis andennais. On a besoin également d'initiatives plus particulières comme les logements kangourous. On a besoin d'une politique de mobilisation des logements, des habitations inoccupées. Ce n'est absolument pas liberticide, mais c'est simplement rationnel par rapport à des logements qui sont inoccupés depuis parfois très longtemps dans le centre d'Andenne ou ailleurs. Ça, ce sont les situations d'urgence auxquelles nous voulons répondre. Et puis par ailleurs, il y a évidemment une politique immobilière raisonnable à mener pour créer raisonnablement du logement, mais certainement pas par la bétonisation telle qu'elle est faite aujourd'hui à Andenne. Voilà, Françoise Léonard, parlons de préfabriqué plutôt que de béton, si vous voulez bien. Non. On est conscient que c'est un problème. Est-ce que le problème vient du fait que Andenne est de plus en plus plébiscité pour venir s'y installer? Est-ce que le problème vient que Andenne est localisé à un espace sur le territoire belge de façon... on est bien localisé. On a une attractivité qui fait qu'il y a une forte demande de logements sur Andenne. Et vu le nombre de familles monoparentales qui augmente, le logement devient de plus en plus difficile et réduit. Je pourrais être d'accord qu'il faudrait imposer aux différents
sociétés qui construisent chez nous et ailleurs un certain nombre de logements plus accessibles. Je dis plus accessibles. Je fais attention à ce que je dis, parce que plus accessible ne veut pas dire, comment est-ce que je vais dire, des petits logements, mais qui ne sont pas non plus habitables, qui soient décents. On a pas mal de propriétaires privés qui ont mis leur maison en location, qui ont séparé leur bâtiment en 2, 3, 4, 5 appartements pour proposer des logements, des plus petits logements, à des structures comme l'AIS. Les logis andonnais ont quand même investi pas mal de bâtiments ces dernières années pour construire des logements à mixité sociale. La mixité sociale, c'est un grand débat. C'est toujours chez les autres et pas chez soi. Donc il faut être très attentif à ça. Et attention à garder un cadre de vie confortable et ne laisser personne au bord du chemin. Voilà, si je vous entends bien, il faut aussi quand même contraindre aussi des promoteurs. Et on reste quand même, comme tout marché économique, que l'offre et la demande sur Andenne, on ne peut pas ne pas en être conscient. Si les promoteurs font des offres, des marchés publics ou des marchés de rentabilité, c'est que quelque part, il y a une demande. La démographie, elle augmente. On était 1,6 million en 1900, 1,6 milliard en 1900, 6 milliards, 8 milliards, 9 milliards dans 50 ans. On va devoir loger tout le monde et on va devoir rationaliser l'espace de façon réfléchie. Je peux quand même m'exprimer, Philippe, ou alors je n'ai pas le droit non plus de dire qu'on peut réfléchir au logement de demain. Ce sont des projets qui doivent être tout à fait mis en harmonie avec ce que demain nos enfants auront besoin. Je voudrais que nos enfants aussi trouvent un logement décent. Ça reste compliqué. Voilà, vous avez été interrompu un peu. Hein, donc voilà, Benjamin Costantini. Et voilà, moi je répondrais, effectivement, on a un problème d'accessibilité au logement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres de logement à proposer aux jeunes et à la population de manière générale. C'est vrai qu'Andenne est attractif pour les entreprises, mais aussi pour les promoteurs immobiliers, mais aussi pour la population. Les gens veulent venir habiter Andenne parce que c'est une commune où il fait bon vivre. Je lisais d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, un interview croisé entre Eliane Tillieu et Maxime Prévost, le bourgmestre de Namur. Et Eliane Tillieu disait qu'il y a beaucoup de Namurois qui partaient vers Andenne pour cette raison, celle que je viens d'indiquer, et Maxime Prévost ne la démentait pas. Ça veut dire qu'il partageait son avis. Voilà. Alors, concernant le logement, effectivement, on soutient une politique de logement, mais cette politique de logement doit être harmonieux avec le cadre et l'environnement dans lequel ces projets s'implantent. Et puis, par ailleurs, nous avons des contraintes qui sont liées au schéma de développement territorial et qui tiennent compte, effectivement, des besoins en logement pour la Wallonie dans les 15, 20, 25, 50 prochaines années. Et donc là, on aura besoin, dans les 15 prochaines années, par an, de 8300 logements à l'échelle de la Wallonie. Donc ça, c'est un peu le constat de base. Alors à Andenne, aux côtés de l'offre privée, nous avons une offre publique qui est fort importante. Logis Andennais, 850 logements. L'AIS, 50 logements en gestion. Ça fait presque 8% du parc immobilier d'Andenne. C'est pas mal. C'est dans la moyenne positive en Wallonie par rapport à l'offre publique dans la commune. Donc ça, c'est un élément important. Alors vous dire que la politique de logement public, elle dépend de la région wallonne, à nouveau, et de la Société wallonne du logement. Nous allons soutenir, la majorité, MRPSDA, une urbanisation au quartier du Poilsard. C'est du logement acquisitif, 140 maisons, appartements, qui sont proposés à des personnes dont le revenu est considéré comme modeste. Ça, c'est important de le dire. D'autre part, aujourd'hui, la politique du logement... Je dépasse mon quota, mais j'essaye de gérer en bon père de famille. C'est pas toujours facile parce que... Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, monsieur Derup. Excusez-moi. Je sais. Oui, vous avez encore... Vous pouvez reprendre la parole. Merci. Alors, tout d'abord, je pense qu'il y a une question qui se pose quand même quand on additionne... je voudrais d'abord présenter mes excuses à François. Je ne voulais certainement pas l'interrompre. Et du reste, elle a dit quelque chose de très intéressant, c'est la mixité sociale. Je pense qu'il est important, non pas de concentrer des personnes en état de précarité, mais de leur permettre d'être en contact avec des personnes d'autres milieux et d'autres horizons. Et c'est la raison pour laquelle, du reste, nous voulons, négocier, entamer des négociations avec des promoteurs immobiliers, avec des projets qui sont raisonnables, pas les projets déraisonnables qui sont approuvés jusqu'ici, de manière à créer des logements plus abordables. Alors,
Benjamin vient de parler du poids de serre. Je pense que ça nous ramène à un débat précédent que nous avons eu aujourd'hui, ce soir, c'est celui sur la mobilité. Moi, je me demande quand même comment on va gérer la mobilité avec l'ensemble des projets immobiliers du type poids de serre. Il se vante, Benjamin se vante avec des 140 logements. Comment va-t-on organiser la mobilité par rapport à ces logements aussi mal répartis sur Andenne? Voilà, je comprends que tout est transversal et tout est dans tout, mais on ne va pas revenir sur le chapitre mobilité. Théis ou François? Oui, juste avant de prendre les questions de la salle, sur la question de l'accès au logement, c'est bien que tout le monde soit plus ou moins d'accord pour un habitat intégré. C'était quelque chose que nous proposons. Donc voilà, on est très content que tout le monde soit d'accord, puisque notre proposition de un logement public ou accessible, pas spécialement gratuit, mais accessible pour la construction de gros projets, ça permet justement de créer de l'habitat intégré et mixte. Ensuite, juste pour dire que le logement, c'est peut-être pas non plus seulement une question d'offre. Ce n'est pas aussi simple que l'offre et la demande. Par exemple, juste avant de prendre vos questions, la question de l'aménagement du territoire, un schéma de développement communal qui n'est toujours pas établi à Andenne, ça permet une urbanisation cohérente et un développement socio-économique harmonieux. Vous relancez dans le débat, voilà, il faut rester dans le cadre du débat. Et effectivement, comme vous le disiez, il faut donner la parole à la salle. Vous m'aidez finalement dans ma tâche difficile. Je me tourne donc vers la salle pour avoir une question de préférence, quelqu'un qui n'est pas encore intervenu. Et je rappelle, qui n'est pas candidat, parce que je ne les connais pas tous. Oui ? Prenez le micro, madame, sinon personne ne vous entend. Madame, on ne l'a pas dit, on n'a rien dit. Moi, je le dis. Oui, madame, ça fonctionne. Il n'est pas allumé. Je pense que le micro de madame n'est pas allumé. Jeune homme, si tu peux allumer le micro de madame, lui donner un petit coup de main, parce que comme ça on comprendra sa question. Voilà. Je peux l'allumer. Voilà. Moi, je ne comprends pas cette explosion démographique, vu que à l'heure actuelle, nous sommes en régression dans la natalité. Alors, comment vous pouvez m'expliquer qu'on va dépasser, or qu'une femme maintenant, à l'heure actuelle, n'a plus que 1, et des d'enfants par couple. Donc expliquez-moi pourquoi cette explosion démographique. Moi, je ne comprends plus rien à vous, quoi. Voilà, mais ça, madame, vous pouvez aller voir les statistiques qui sont en ligne sur l'e-Webs, par exemple. Elles expliquent qu'à Andenne, c'est le solde migratoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer à Andenne. Qui déménagent vers chez nous. Il y a beaucoup de gens qui, Andenne attire. La séparation des familles. Oui, la séparation des familles, l'immigration, l'autonomie. Les jeunes prennent plus vite, entre guillemets, leur envol, ou veulent prendre plus vite leur envol, et donc il y a besoin de logements supplémentaires. Avant, on pouvait vivre 2-3 générations dans la même maison. Maintenant, c'est plus le cas. Qui habite encore avec ses parents, ses grands-parents, ça n'existe plus. Donc on a dû démuter très peu, ça existe peu. Et on a entendu, le jeune, il a dit, moi je suis obligé de rester chez mes parents, je voudrais trouver un logement. Avant, l'enfant, il partait quand il avait quasi installé, qu'il avait trouvé un métier, qu'il était prêt à s'envoler. Maintenant, ils veulent partir plus vite. Donc, peut-être aussi une des raisons pour laquelle on a besoin de plus de logements sur Andenne. Voilà. Voilà, il y a même... Oui, si vous n'avez pas le micro, on ne vous entend pas, madame. Donc prenez le micro, si vous voulez bien. Parce qu'alors, c'est un dialogue de sourds. Bon, il y a une grosse différence entre les ruraux comme nous, les gens de la terre, et les gens des villes. C'est vraiment deux mondes différents. Mais malheureusement, nous sommes dans la même commune et il y a une incompréhension totale. On dirait vraiment que nous sommes des extraterrestres par rapport à vous, quoi. Parce que nous n'avons pas le même mode de fonctionnement. Nous, nos enfants, ils ne traînent pas dans les rues. Nous, nos enfants, ils apprennent à l'école. Madame, s'il vous plaît. Voilà. Pas de généralité, s'il vous plaît. Mes enfants, je ne fais pas de généralité. ont grandi en ville, ils n'ont pas traîné dans les rues. Il n'y a pas beaucoup. Attendez, Oui. monsieur le journaliste, et puis je me tairai, je vous le promets. Mais on vous félicite pour vos enfants, mais... Non, c'est pas ça. Mais il n'y a rien pour la ruralité, quoi. Je veux dire, on vous écoute et vous ne parlez pas de la ruralité. Or, Andenne, c'est le centre, mais tout autour, vous n'avez que des petits villages. Mais c'est ce dont on parlait quand on parlait, par exemple, on n'a pas encore soulevé en débat, ici on a soulevé la question de l'accès au logement, on n'a pas encore soulevé la question de l'aménagement du territoire. On peut reconnaître que
par exemple, prendre une position stop béton, on peut reconnaître que la construction de certains appartements à certains endroits n'est pas cohérente, mais ce n'est pas le sujet non plus ici dans le débat, malheureusement. Si vous voulez bien, on peut changer de place, hein, vous venez à ma place, et puis moi je vais m'installer, enfin non, c'est une mauvaise idée. Voilà, merci en tout cas pour les échanges, merci pour votre témoignage, madame, et on vous félicite pour vos enfants. Voilà, on me dit qu'effectivement, Andenne attire énormément, et on va passer au chapitre suivant, si vous voulez bien, pour avancer dans le débat. J'aurais simplement souhaité répondre à madame qu'elle a totalement raison. Fonder une politique immobilière sur un seul taux migratoire est une erreur profonde. Et c'est ce qui est en train de se passer, notamment dans la campagne d'Anton, où sous prétexte de créer du logement en faveur de ceux qui en ont besoin. Philippe Mattard. Voilà, les thématiques du débat ont été, Philippe Mattard, les thématiques du débat ont été fixées par un comité qui a réfléchi, et c'est du logement. On peut effectivement réorganiser un débat sur ma campagne et tout, mais ce n'est pas dans les thèmes qui ont été sollicités ici, donc je vous demande de rester dans les rails de ce débat. Et on va poursuivre d'ailleurs, et je vais demander tout de suite, pour m'aider, qu'on lance là, alors que j'ai dans l'oreillette Julie Taton qui me dit qu'elle veut venir s'installer à Andenne. Je propose qu'on lance tout de suite, je propose qu'on lance tout de suite la capsule suivante sur la fracture numérique. Et madame, on écoutera votre témoignage sur la fracture numérique. Je ne sens pas trop la fracture numérique, mais je le ressens car les adultes, en général, ne sont pas assez informés. Et du coup, ils voient beaucoup de négatifs des réseaux sociaux, alors que c'est du positif aussi. Le rôle de l'EPN, donc, qui était son rôle principal, son objectif principal surtout, c'était lutter contre la fracture numérique. Donc, et beaucoup, en fait, oui, il y en a qui font déjà tout avec leur smartphone surtout, et d'autres malheureusement qui ne sont pas assez habiles pour le faire et se sentent un petit peu démunis. L'EPN dispense quand même de pas mal de formations. Quand j'ai parlé en fait de formation sur l'IA, alors que d'autres ne sont même pas au courant. Donc, s'il y a quelque chose à mettre en place, c'est peut-être d'autres peines. Et aussi essayer de créer des partenariats avec l'école, avec d'autres organismes pour effectivement aller dans le sens de cette inclusion numérique. Voilà, mais vous l'avez entendu, on a fait de la publicité pour l'espace public numérique d'Andenne qui lutte contre cette fracture numérique. Alors on va recommencer notre tour de table. Hein. C'est pas du béton, c'est du numérique, Philippe Mattard. Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je l'ai bien compris, Benoît de Rue. Voilà, en fait, en matière de fracture numérique, je pense qu'il y a deux éléments. Premièrement, il y a effectivement un certain nombre de nos concitoyens, souvent les plus âgés, qui peuvent avoir des difficultés, parfois même les plus jeunes, avec les outils numériques. Et je pense qu'il a un rôle essentiel pour le PN de réduire cette fracture numérique, d'expliquer, d'accueillir des personnes plus âgées de manière à les initier ou à développer leurs compétences avec un ordinateur, avec un smartphone ou avec d'autres outils numériques. Mais il y a aussi un autre élément. Et cet autre élément, c'est qu'on a l'impression que dans une administration communale, quelle qu'elle soit, et je ne vise pas seulement Andenne, on performe lorsque tout devient numérique, lorsque l'ensemble des services peuvent être rendus à distance. Et c'est là que la véritable fracture se crée, parce que, inévitablement, il y a des gens qui ne sont pas en capacité de recourir aux services en ligne. Et là, la véritable nécessité, pour des personnes âgées, mais aussi pour des personnes plus jeunes, et je pense que je rejoins l'interpellation des jeunes ici dans la vidéo, c'est de permettre aux citoyens de recourir aux services d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier d'horaires adaptés pour obtenir leurs documents administratifs et ne pas s'entendre dire on ne peut pas vous les délivrer sur place, nous sommes fermés, nous n'ouvrirons qu'à telle date, à tel jour, et donc vous devez faire tout ça en ligne. Ça, c'est pas parlant pour un certain nombre de personnes. Donc il faut, d'une part, réduire la fracture numérique par un apprentissage et par une initiation de celles et ceux qui n'ont pas eu accès de manière normale à ces outils, à cet apprentissage, et par ailleurs avoir une transition numérique, c'est-à-dire continuer à permettre à des personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser les applications numériques ou les applications en ligne, de continuer à trouver des horaires adaptés, uniformes, homogènes au niveau de l'administration communale. Voilà, au niveau des administrations communales, mais aussi à d'autres niveaux. Hein. On pense à d'autres secteurs aussi, d'autres administrations, et aussi voilà, les banques, pour ne pas les nommer. Donc au niveau de l'administration communale, il y a déjà une certaine numérisation qui est mise en place, que ce soit la numérisation des courriers, des notes internes. Il est possible de faire certaines demandes en ligne. Après,
ce à quoi je pense ici, mais je pense que ça a fait consensus, le but c'est de s'engager à maintenir un service accessible. L'état civil, pour le moment, les procédures, on peut encore quand même toutes les faire à l'état civil. Après, la question de la plage d'ouverture, c'est autre chose. Par rapport à la fracture numérique, il y a d'autres choses. On pourrait imaginer proposer justement de l'entraide intergénérationnelle pour le numérique. Il y a vraiment quelque chose à jouer aussi au niveau du citoyen, pas qu'au niveau de la ville. Et alors, par rapport au numérique, on parle de fracture numérique, mais il y a aussi le danger du numérique pour les jeunes. C'est un peu hors sujet, du coup je vais être très bref, mais il est capital de faire de l'éducation numérique dès le très jeune âge, parce qu'un jeune de 10 ans, il est confronté aujourd'hui au numérique d'une manière ou d'une autre, et il ne faut pas négliger le problème, il faut le former justement, parce que là aussi, il y a un rôle de formation du numérique à jouer. Voilà. Oui. Tout d'abord, je dirais attention à l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants. Dans les écoles communales, l'utilisation d'un téléphone à l'école est proscrite. Et aujourd'hui, c'est une mesure qui est décidée à l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une excellente mesure. La fracture numérique, elle s'explique par, je vais dire, deux éléments. Le premier, c'est l'accès à l'outil numérique. Et au niveau de la ville, nous faisons un travail extraordinaire. Avec des EPN à peu d'eau, avec l'achat décidé tout récemment au collège de 2 ordinateurs qui seront mis à disposition des jeunes. On a une EPN à Seille. On a un cybercafé à l'Anden Arena. Le phare et sa bibliothèque sont ouverts dans des plages horaires très larges. Ils peuvent mettre à disposition des tablettes, des ordinateurs aux enfants, aussi pour pouvoir étudier. La maison des jeunes, que ce soit en cœur de ville ou dans sa décentralisation à peu d'eau, permet aussi l'accès aux jeunes à un ordinateur, à une connexion Internet pour pouvoir travailler. Donc, je veux dire, on fait des choses déjà très positives. Il y a la question de la formation. La formation au travers des EPN. On vient de voir M. Benadou à l'écran, qui est notre formateur. Mais il était anonyme, mais bon, vous l'avez reconnu visiblement. Mais je le cite parce que... Je le cite parce que c'est quelqu'un de très grande qualité qui fait vraiment du boulot. Et là, notamment au travers de la formation pour les seniors, je peux vous dire que les seniors sont constamment en contact avec l'EPN de Seille notamment. Mais ils font un travail absolument extraordinaire, l'utilisation des smartphones pour le paiement en ligne. Et ces formations, elles sont constamment utilisées. Il y a l'école. Au niveau de l'école, nous faisons aussi un travail extraordinaire. Et dans les 3 réseaux d'enseignement fondamental, avec la mise à disposition de tablettes pour les enfants. C'est important de leur apprendre à se servir utilement d'un appareil et non pas qu'à utiliser les réseaux sociaux. Et enfin, parce que je ne veux pas être trop long, Monsieur Derue, sur la commune d'Anden, nous avons un outil extraordinaire et que seules les grandes villes peuvent disposer. Et nous, à Anden, nous en disposons. C'est l'atelier de fabrication numérique. Et cet atelier de fabrication numérique, elle forme les enfants au métier en pénurie. Et nous avons formé, et nous continuerons à le faire dans les années prochaines, 400 élèves de tous les réseaux confondus qui sont passés et qui se sont mis, je vais dire, en contact avec la formation par l'intelligence artificielle, par l'atelier de fabrication numérique. Parce que le numérique, il nous chronomètre aussi le temps. Alors, ça fonctionne encore? On parle de fracture numérique, on a parlé de numérique public. Je crois qu'il y a 2 sujets différents. Si on parle de la ville d'Anden, il faut quand même qu'on se rappelle que Anden a été une des premières villes labellisées Smart City, que les outils sont régulièrement remis à jour avec des recensements de tous les services, de toutes les associations, de tout ce qu'on peut retrouver. Fracture numérique, je dirais que la fracture numérique, alors je suis peut-être presque la plus ancienne ou la plus âgée. C'est moi. Mais entre nous quatre autour de la table, j'ai effectivement participé à des formations numériques parce que je me suis sentie dépassée. Le jeune, il l'a dit, c'est pas eux le problème, c'est nous. Enfin, c'est nous, certaines générations. La génération qui comprend pas, qui fait vite appel aux plus jeunes pour nous aider. Le problème, c'est que c'est la fracture sociale maintenant. La fracture sociale après la fracture numérique, pour moi, est devenue beaucoup plus importante. Si les jeunes sont parfois abandonnés, laissés à eux-mêmes dans la rue et qu'il faut les accompagner, c'est parce qu'il n'y a plus de dialogue dans les familles. Qui prend encore la peine de partager une recette familiale de grand-mère, de la retranscrire dans un livre et de la refaire tous les 10 ans? Maintenant, on prend une recette sur Internet, on l'essaye, on la jette et on passe à autre chose. Je crois que là, on n'en parle pas assez. Dans les écoles, on est revenu en arrière. On a redemandé aux enfants de ne plus utiliser les tablettes dans les écoles pour de nouveau partager, parler. Si on a supprimé les téléphones dans les écoles et redemandé de les mettre à l'entrée dans une boîte, c'est pour qu'ils se parlent, qu'ils partagent. Maintenant, vous posez une question aux élèves. Oui, madame, regardez, j'ai trouvé. Regardez, il est écrit là. Oui, mais je suis en train de t'apprendre quelque chose. Oui, mais regardez quand même, il est écrit là.
À quoi va servir le professeur demain? Il n'y a plus besoin. On dit allô Google. L'IA, on en a besoin. Ça va aider énormément. Mais c'est quand même important de rester connecté aux autres. Voilà, en préparant ce débat, effectivement, j'ai interrogé l'intelligence artificielle pour me dire pour qui voter Anden, mais je ne vous donnerai pas la réponse. On va prendre une question sur cette thématique de la fracture numérique. Je ne sais pas qui souhaite s'exprimer. Il y a une dame là qui... Non, vous ne voulez plus parler, hein, madame. Je vous ai refroidi un peu, mais voilà, quelqu'un d'autre peut-être. Oui, le monsieur qui est tout dans le fond de la salle, vraiment celui qui est tout au bout. Il faut courir, mademoiselle, allez, courez jusque lui. Ou elle, je ne sais pas, parce que vous êtes tellement loin dans le fond de la salle que... Madame. C'est une madame, voilà, il faut que je change mes lunettes. Voilà, merci madame de vous être mis dans le fond de la salle, on vous écoute. Mais voilà, Cécile Bernard, j'habite Seille et je viens d'aller voir justement le monsieur anonyme qui n'est plus anonyme. Et on a parlé beaucoup de la fracture numérique. Alors, monsieur Constantini, vous avez beaucoup parlé des jeunes, mais la fracture, elle existe plus pour les aînés. Alors, si aujourd'hui les aînés, c'est à partir de 60, 70, etc., sachez bien que demain, les quarantenaires seront également les laissés pour compte. Et donc, une chose, c'est qu'il faut en effet maintenir l'accès aux services publics, notamment communal, mais aussi fédéral. Les pensions, vous le faites très bien, les handicapés, etc. Parce que je crois que l'humain reste l'humain et que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais tout ce qui est l'émotion, tout ce qui est de l'ordre de l'humain. Et que c'est votre rôle à vous, nos représentants communaux, de veiller à ce que ce soit maintenu. Alors bien sûr, on éduque, mais il n'y a pas que les enfants à l'école. Il y a tout le reste de la population qui ne sont plus sur les bancs de l'école. Voilà, merci pour ce témoignage. Voilà, c'est un plus global, hein, ce n'est pas uniquement sur la commune. Enfin, quoique on peut prendre l'engagement de dire les services resteront accessibles. Mais madame, vous avez tout à fait raison, je rejoins vos propos. L'accessibilité de l'administration, elle doit être totale. Et les garanties ici à Anden, et c'est vrai que nous organisons aussi des permanences sociales pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes aussi qui veulent des informations par rapport à leur pension. Et nous étendons les heures d'ouverture de l'administration. C'est aussi important. Et vous avez raison, la fracture numérique, elle touche aussi les aînés. Mais là, je vous renvoie vraiment à la politique qui est menée aujourd'hui par Madame Cruspin et au nombre d'activités proposées, je vais dire, pour les seniors. Et donc, là, je pense vraiment que s'il y a des besoins, il faut pouvoir les exprimer. Les services compétents vont tenter de répondre à la demande. Alors, je reviens vers vous. Je vais répondre à votre question. Juste un tout petit truc par rapport aux jeunes. Quand je parlais d'éducation du numérique, je ne parle pas d'utiliser une tablette à l'école. Je parle vraiment de prévention et de reconnaître que voilà, le numérique fait partie de nos vies et on va devoir s'y adapter. Dans les universités, elles ont déjà pris le pas de former à l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'IA ne remplacera pas l'humain demain. L'IA n'est pas encore capable de faire le même travail qu'un humain et n'a pas cette qualité, n'a pas cette qualité de service. Et pour répondre à votre question sur la fracture numérique, par exemple, il y a un nouveau projet qui a été voté au fédéral dans une commission présidée par une Andonnaise, c'est le projet de CPS online. Donc voilà, il y a certaines demandes du CPS qui pourront être faites en ligne. Il n'y aura aucun changement au niveau de l'accueil dans les CPS, mais par exemple, c'est un outil qui est très utile parce que par exemple cela supprime l'élément parfois moral de passer la porte du CPS, ça peut éventuellement, si c'est bien utilisé, réduire la charge administrative du personnel du CPS, et donc ça, c'est une opportunité qui va se présenter d'ici quelques mois, et voilà, sur ce point-là, par exemple, il y a un vrai travail que la commune peut aussi effectuer par rapport au CPS et au numérique combiné. Oui, j'avais une question. Non, il faut parler avec le micro. Je veux dire, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va dire à fréquence plus? Voilà, on va pas vous entendre. Ce n'est pas une question, je respecte ma neutralité, c'est juste mettre une petite chose au point. En fait, dans la capsule que vous avez eu au départ, il y avait une tierce personne qui est une personne âgée de 92 ans qui s'exprimait, on ne la retrouve pas pour une quelconque raison technique. C'est bien échu que ça tombe justement sur la fracture numérique. Mais cette personne disait qu'elle, en fait, à part la fracture, telle qu'on la connaît, la fracture physique, le numérique pour lui ne voulait pas dire grand-chose. Et donc quand madame nous interpelle par rapport aux aînés, vous avez raison, ils étaient bien mis en évidence, mais voilà, on ne le retrouve pas, ce n'est pas grave, hasard de la technologie. Merci, je voulais juste apporter la précision pour qu'on soit complet. Voilà, merci pour cette précision. On va encore peut-être prendre une question, mais alors vous l'envoyez par mail peut-être, comme ça on la reçoit et puis on peut la lire. Oui.
Bon, rapide réaction alors, et puis on va clôturer ce chapitre voilà, sur lequel on pourrait aussi passer encore des heures, de la fracture numérique. J'aimerais réinsister sur le fait qu'il y a lieu de freiner la fuite en avant pour répondre aussi à la question, à la fuite en avant de la numérisation des démarches administratives. Je pense que c'est important d'aller dans ce sens-là, mais on ne peut pas y aller trop vite. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui de bien faire matcher l'offre physique de services administratifs, de démarches administratives, avec l'évolution progressive vers les démarches numériques. Et puis je pense qu'il est important que la commune, en tant que service public, joue son rôle dans l'accompagnement de tous les publics les plus âgés, mais également les plus jeunes, dans l'utilisation des outils numériques. Il y a 20 ans, 25, 30 ans, lorsque j'étais à l'UNIF, on n'avait pas d'ordinateur, où ça commençait seulement. Aujourd'hui, les outils digitaux, les appareils, les smartphones, les ordinateurs sont non seulement utilisés à des fins ludiques par les jeunes, mais ils interviennent également, forcément et fort heureusement aussi, dans les mécanismes d'apprentissage. Et je pense que la responsabilité de la commune, notamment via l'espace numérique, est d'apprendre aux jeunes à utiliser ces ordinateurs, à les intégrer dans les méthodes d'apprentissage, peut-être même à les introduire dans le travail des écoles de devoirs, de manière à ce que progressivement les jeunes, et singulièrement les plus précarisés, puissent mieux les intégrer dans leur apprentissage. Oui, Françoise Léonard, il vous reste Moi, je dirais quand même autre chose, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir le matériel adapté, d'aller à l'école avec le matériel que les écoles demandent. Donc il faut absolument mettre des moyens dans les écoles, je suis d'accord avec toi. Même si on est tous d'accord, les réseaux ne sont pas performants partout, pour des raisons X, Y. Les différents opérateurs essaient de faire au mieux pour qu'on ait tous la rapidité plus rapide que ce que je ne parle, imaginez ça. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc on n'est pas égaux. Quel que soit dans les villages, pour rappeler un peu ce que Madame disait, il y a certains quartiers, et même en ville, où vous êtes dans le fond d'une maison, il n'y a pas de réseau. Donc c'est bien, mais il ne faut pas tout mettre sur le dos là. C'est la raison pour laquelle il faut freiner la fuite en avant, notamment au niveau de l'administration. Mais moi, je voudrais simplement vous dire, je vous encourage vraiment à vous rendre dans les écoles d'Andenne. Je crois que de voir ce qui se passe dans les classes, avec les équipes pédagogiques, au contact des élèves, dans les apprentissages de l'utilisation du numérique, mais pas que, quand même, va vous éclairer, tout simplement. Le boulot, il est fait, et c'est merveilleux. Mais on doit continuer, s'inscrire positivement, avancer. Oui. Juste, en fait, la numérisation de certaines procédures, par exemple de l'état civil, ce n'est pas spécialement une fuite en avant ou un problème tant que le service humain reste maintenu aussi à l'état civil et qu'il y a un accompagnement avec les formations au sein de l'EPN. Voilà, je voulais juste le souligner. Voilà. Merci, ça va conclure le sujet et on avance dans notre débat. On va arriver tout doucement vers les conclusions de ce débat. Et pour le conclure, on va faire un ultime tour de table, mais qui est important parce que je lisais presque tous les programmes que j'avais reçus. Et puis je me dis, c'est dommage que le bureau du plan ne fait pas une évaluation de tout ça, parce qu'alors là, on serait parfois éclairé de tout ce qu'on promet. Voilà, donc je vous demande maintenant de mettre en avant en 1 minute la mesure phare que vous retenez si tout s'effondre autour de nous au niveau budgétaire. Par exemple, il y a une chose que vous avez envie de sauver, quelle serait-elle ? Moi, je sauverais le personnel communal et paracommunal, parce que nous, les politiques, c'est bien, on met des directives, on met des projets, mais ce n'est pas nous qui œuvrons, ce n'est pas nous qui travaillons. S'ils ne sont plus là pour faire tout ce que les citoyens ont besoin, que ce soit les services techniques, je ne vais pas commencer à les citer parce que je vais en oublier, festivités, les homes, les écoles et tout le monde, mais si eux, ils s'écroulent, la commune s'écroule. Les politiciens, quelque part, en a-t-on vraiment besoin ? D'autant, c'est autre chose. On a influé des idées. C'est pour ça que ça change. Les communes, parfois, elles passent en bleu, en rouge, en vert, en rose, en orange. Le citoyen, il reste tel quel. Il est là et c'est de lui qu'il faut s'occuper. Oui, Benjamin Costantini. La réponse de Françoise est excellente, évidemment, mais je ne vais pas la reprendre. Je vais faire preuve d'innovation. Pour moi, la question de l'infrastructure publique et notamment des écoles est prépondérante. Les enfants, pour pouvoir apprendre, s'émanciper, évoluer positivement, doivent évoluer au quotidien dans un environnement sain, dans un environnement qui leur donne des outils pédagogiques pour pouvoir se sentir bien. Comment le financer ? Au travers d'investissements, du budget extraordinaire que l'on tient en maîtrise au niveau des finances communales, puisque la situation financière de la ville est excellente à ce jour et que nous ne sommes pas populistes.
C'est-à-dire que nous savons qu'un investissement dans une infrastructure ou dans une politique doit être quelque part compensé par ailleurs. On ne peut pas promettre tout à la population. Puisqu'on ne peut plus parler du personnel de l'administration ni de l'école. Vous pouvez vous rejoindre, vous pouvez faire des je les alliances. rejoins, évidemment, mais je vais parler peut-être de la Maison des Solidarités. C'est vraiment un projet d'accueil des personnes défavorisées qui veut apporter un accueil transversal. Et voilà, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et peut-être juste terminer en disant que ce n'est pas parce que demain une liste qui n'a pas gouverné arrive aux finances de la ville qu'on la mettra en faillite. Il y a une administration financière dans la ville sur laquelle on peut aussi s'appuyer et établir le budget communal avec eux. Voilà, on ne mettra pas la ville en faillite non plus demain. Alors, je vais répondre d'une manière un peu particulière. Bien sûr, il faut sauver le personnel communal. Bien sûr, il faut sauver les infrastructures. Bien sûr, il faut sauver certaines structures à caractère de solidarité. Mais nous, ce que nous voulons sauver, ce sont les citoyens. Parce que les citoyens, ils sont souvent les otages de politiques publiques qui coûtent cher. À Andenne, la fiscalité est une des plus élevées de Wallonie. On est une commune qui a été qualifiée d'indécente en matière de fiscalité. Nous sommes une des communes de l'arrondissement où le revenu par habitant est le plus faible. Non, c'est pas le débat. Vous nous dites, dites-nous concrètement ce que vous voulez nous voulons faire. diminuer Si on la relance pression le fiscale. débat, alors La première on chose a que- le droit de réponse. Non, hein, non, monsieur non, Mattard. non. Non, j'ai attendez, motivé. voilà. Ce sont les considérants que je viens de donner. Eh bien, nous abaisserons la fiscalité, nous ramènerons la fiscalité à un niveau proche de la moyenne des communes wallonnes, de manière à ce que les citoyens puissent s'y retrouver par rapport à leurs revenus. Vous savez que Voilà, c'est pas possible. ceci clôturait, en fait, merci pour ces propositions, ceci clôturait notre débat. J'appelle le président à venir nous rejoindre pour tirer les conclusions. Mais avant cela, on va diffuser la dernière capsule qui, elle, traite un peu de la vision qu'ont les jeunes de l'humanisme. C'est important de remettre ça aussi au cœur de ce débat et de vos préoccupations. Un message que je vous invite à écouter, j'allais dire religieusement, mais je ne vais pas le dire ici, mais avec attention en tout cas. Le peu de personnes qui aura beau vouloir changer les choses, mais au final, il n'y a rien qui touche parce que c'est eux qui décident au final en fonction du nombre de votes. Et encore, les gens commencent maintenant à s'en foutre totalement de voter en fait. Ils votent au pif et du coup ils donnent à la personne que eux choisissent eux-mêmes à donner le maximum de votes pour que ce soit lui l'élu. Donc du coup, est-ce que ça sert encore de voter maintenant alors que tout le monde en a ras-le-bol parce qu'au final, il n'y a rien qui change. Pour moi, la liberté, c'est déjà de plus avoir de patron. Parce que là, tu peux vraiment décider du jour au lendemain de te dire demain, j'ai pas envie de travailler, j'appelle mon client, je lui dis que je peux pas venir. Et pour moi, vraiment, la liberté, c'est de plus devoir se soucier de tout ce qui est problème financier. L'argent, je suis désolé, ça va vraiment paraître beauf quand je dis ça, mais l'argent c'est le plus important malheureusement. Le respect, c'est pouvoir se respecter, accueillir tout le monde, accepter tout le monde sans critiquer. Dans le principe où il y a des élections et tout, oui, mais le principe de base de la démocratie, c'est un peu le peuple est au pouvoir. C'est un peu toujours les mêmes politiques, les mêmes gens un peu qu'on revoit tous les mandats et tout. Et le gouvernement à la base, et l'État en général, pour moi, c'est un peu, ça représente la collectivité, alors que là, c'est plus comme si c'était une organisation qui chapeautait tout et où on se sent un peu contraint par ça, alors qu'en fait, à la base, c'est juste tout le monde, quoi, en fait. Et du coup, je pense, il y aurait moyen d'améliorer pour qu'on ait plus ce sentiment de « ouais, c'est nous tous, en fait. C'est tout le monde ensemble et on fait ça, quoi. » Voilà, on fait appel à cette jeune fille, qu'elle se mette sur une liste, mais on n'a pas de choix. Hein. Elle peut se mettre sur toutes les listes. Voilà, Régis, c'est à vous que revient l'honneur de conclure, le plaisir. En tout cas. Merci beaucoup, Benoît. Eh bien, peut-être avant d'aller plus loin, je tenais d'abord à remercier tous les participants pour la bonne tenue de ce débat. Je tiens également à remercier le public pour les questions, pour votre attention, également toutes celles et ceux qui nous ont suivis sur notre chaîne YouTube et également via Fréquence Plus. Alors, je me garderai bien de conclure sur un débat comme celui-là. Je pense que c'est un débat qui avait pour but et uniquement pour but de vous aider à réfléchir, à avancer dans votre réflexion pour le 13 octobre et j'espère que le but est atteint. Il
faut savoir qu'une maison de la laïcité, en tout cas la maison de la laïcité d'Andenne, fonde son action sur des valeurs, sur une philosophie, sur un principe. Ces valeurs, bien, on va les énumérer. C'est d'abord la notion de liberté, la liberté pour soi et pour les autres. La notion d'égalité et de lutte contre toutes les formes de discrimination. Et aussi la solidarité, sans laquelle rien n'est possible. C'est aussi une philosophie humaniste, qui met l'homme et la femme au centre de nos préoccupations. C'est aussi un principe. C'est le principe et la méthode du libre examen, celle du doute systématique, une pensée qui ne se plie devant aucun dogme, aucun parti politique, aucune religion, aucun argument d'autorité, une pensée qui ne prend en compte que les faits et uniquement les faits. Si vous souhaitez participer à nos activités et à d'autres activités de la Maison de la Laïcité, eh bien, je peux déjà vous en donner quelques-unes. La prochaine, ce sera le 3 octobre dans nos locaux avenue de Bellemine, où nous avons le plaisir de recevoir monsieur Vincent Flibustier, qui viendra nous parler d'un sujet important, puisqu'il est lié aussi à la fracture numérique, puisque nous parlerons d'intelligence artificielle et de désinformation. Une semaine plus tard, également de nos locaux, nous aurons le plaisir de recevoir M. François Debras, qui, lui, nous parlera des multiples visages de l'extrême gauche aujourd'hui en Belgique. Le lendemain, nous vous donnons rendez-vous à Namur avec Nuit Blanche contre Liste Noire pour une grande journée de mobilisation contre l'extrême droite. Si vous souhaitez davantage d'informations, je vous renvoie au flyer qu'on vous a probablement distribué à l'entrée. Si pas, n'hésitez pas à le demander. Vous pouvez également nous interpeller ici dans la salle ou éventuellement nous rejoindre dans notre local. Moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes ici au bar derrière où nous aurons l'occasion d'échanger encore. Merci. Moi, j'ai encore une petite chose, voilà. toute petite chose à ajouter, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Marianne, Francie et Manu Pêche, qui a la pêche, il faut le dire. Et donc, j'aimerais bien qu'ils viennent ici, qu'on puisse les applaudir pour le travail qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment un travail d'éducation permanente qui mérite d'être applaudi. Et alors, j'invite toutes celles et ceux qui font plein de selfies à gauche, à droite, de poster leurs photos à eux sur leur page Facebook, parce qu'ils sont formidables. Voilà, allez-y, Marianne, mettez-vous près du président. Marianne. Francie, et Manu, elle n'est pas là, voilà. Elle se cache, ou elle est déjà au bar, peut-être. Non. Voilà. Elle est où? Vous pouvez les applaudir, parce que c'est grâce à eux que tout ça est... Applaudissez également Monsieur Derue, qui a tenu ça d'une main de maître, et applaudissons aussi tous les candidats. Merci à vous pour votre attention, et à tout de suite. Voilà, on rend l'antenne pour les auditeurs de Fréquence Plus et on remercie les auditeurs qui nous ont suivis sur la chaîne YouTube. Bonne soirée.